Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Géopolitique Profond pour votre rendez-vous du dimanche soir pour un entretien exceptionnel où on va pouvoir casser tous les mythes que l'on a sur la Chine. Nous avons un invité de prestige qui vit en Chine depuis bien longtemps, qui s'intéresse à de nombreux sujets économiques, technologiques et aussi géopolitiques. Avec cet entretien, je suis certain que vous allez avoir des éléments que l'on trouve nulle part ailleurs dans les médias occidentaux. Donc c'est un véritable plaisir de pouvoir faire cet entretien qui est en anglais. Bonsoir Alex et merci beaucoup d'être présent sur notre émission ce soir. Le plaisir est pour moi. Merci de me recevoir. Alors pour ma première question, parce que je suis certain que notre audience va vous découvrir ce soir avec cette interview, comment aimeriez-vous vous présenter pour notre public français? Parce que vous avez énormément de contenu, énormément de chaînes, vous faites énormément de travail, donc question simple, comment vous voulez vous présenter? Alors je dirais, pour résumer tout ça en une phrase, que je suis créateur de contenu, qui couvre divers sujets comme la géopolitique, mais le développement de la Chine est mon principal objectif. Et quand vous mentionnez la Chine, vous dévoilez un énorme sujet d'interview. Et c'est tout ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Donc je dirais tout sur la Chine, que ce soit sur la géopolitique, les affaires ou encore la culture et le tourisme, j'ai à peu près tout couvert. Donc Alex, vous vivez en Chine depuis maintenant 5 ans. Ma question suivante serait plus personnelle, parce que je pense qu'elle est importante pour nos auditeurs. Donc quelle a été la décision qui vous a poussé à vivre en Chine? Quelles ont été votre premières idées, votre premier regard? À quoi vous vous attendiez en Chine? Exactement. Eh bien, je voyage en Chine depuis presque 2 décennies et demie. Au début, c'était par curiosité pour les opportunités d'affaires. Et au début des années 2000, quand on parlait de fabrication, que ce soit importation, exportation, électronique ou bien fabriqué, la Chine était l'endroit où il fallait être. Et tout comme 19 000 autres entreprises américaines et internationales qui ont maintenant placé certains de leurs sièges sociaux, ou du moins des centres de distribution de fabrication, hors de ces zones. Et je suis initialement arrivé dans ce que j'appellerais, vous savez, la Silicon Valley de la Chine, c'est-à-dire Shenzhen. Et si vous remontez un peu en arrière, il y a 30 ou 35 ans, c'était un village de pêcheurs. Maintenant, c'est une mégapole avec 20 millions d'habitants, et c'est l'un des principaux centres de fabrication ici en Chine. Donc, ce qui m'a initialement attiré en Chine, c'était la fabrication. Acheter quelque chose, l'importer, le vendre aux consommateurs, c'était la première partie. Et puis, au cours des 5 ou 6 dernières années, je dirais, j'ai continué à voyager ici pour les affaires et j'ai commencé à comprendre que c'est un pays très mal compris par l'Occident, très mal compris. Et en prenant mon temps, en sélectionnant soigneusement les villes, etc., j'ai décidé de venir dans une ville appelée Chongqing, dans laquelle je vis maintenant. Et à l'époque, si vous regardiez sur Google, si vous regardiez sur Yahoo, ou regardiez encore Bing, il n'y avait aucune information. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est une ville de 34 millions d'habitants. Et pourquoi personne n'en parle? Alors je me suis dit, vous savez quoi? Entrons dans le jeu des médias. Prenons le relais là où nous pouvons éduquer les gens en affaires, les éduquer en culture et en tourisme, et allons-y. Et pendant que je faisais cela, le monde est entré dans la pandémie et les choses sont devenues très intéressantes. Et cela m'amènera à la deuxième partie de cette question. Vous savez, quand nous disons que je suis ici depuis 5 ans, c'était une histoire plutôt intéressante, c'est parce que je venais de commencer à publier des vidéos sur YouTube et j'ai reconnu que, tout d'abord, les spectateurs étaient l'un très curieux à propos du sud-ouest de la Chine, de la ville où je suis maintenant, Chongqing. Encore une fois, mégaville, calculée comme l'une des villes les plus peuplées, densément peuplées du monde. Et j'ai commencé à rassembler rapidement un public. La pandémie arrive, je continue à diffuser certains de mes contenus et j'ai décidé d'être l'un des premiers YouTubeurs à diffuser une émission depuis la Chine. Et l'émission que vous pouvez voir derrière moi s'appelle Let's Talk China et a rapidement attiré une audience très large. Et je ne sais pas si votre public s'en souvient, mais au début de cette pandémie, la Chine a traversé un très très gros problème d'image et elle était énormément attaquée. Je sentais que l'histoire n'était pas correctement racontée à la communauté internationale. Nous et un groupe d'autres créateurs de contenu avions décidé de nous réunir
d'avoir une émission le dimanche, et nous étions en quelque sorte une voix, ou plutôt, appelons cela une assemblée publique pour tout ce qui concerne la Chine pendant qu'elle était confinée. Peu de temps après, les médias chinois ont reconnu que nous avions un grand nombre de followers, m'ont invité à venir en Chine, et maintenant je suis ici à faire des productions, qu'elles soient commerciales, privées, ou à travailler avec le gouvernement également. Donc abordons directement la question géopolitique. Nous avons eu une déclaration importante, je pense, de la part de Kash Patel, le directeur du FBI, qui était auditionné devant le Sénat il y a 2 jours, à l'heure où nous enregistrons. Et il a confirmé la vision américaine, ou du moins la vision de l'administration Trump, qui déclare donc que la Chine voudrait dominer le monde, que la Chine attaque l'Amérique sur son propre sol, notamment avec la question du fentanyl, mais aussi sur les questions économiques et de lutte technologique. Donc, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce qu'a pu dire Kesh Patel au public américain, c'est-à-dire que la Chine serait le principal ennemi de l'Occident? Avec tout le respect que je dois à Kash Patel et à son poste au sein du FBI aux États-Unis, cela me sidère vraiment qu'un homme qui possède autant d'informations, autant d'intelligence, montre vraiment un manque d'intelligence ici, concernant ce qui se passe en Chine. Et je pense vraiment que ce serait probablement dans son meilleur intérêt, vous savez, de d'abord interviewer certaines personnes qu'il pourrait emmener avec lui en Chine et ainsi mener des recherches constructives ici, en s'asseyant par exemple avec certains responsables gouvernementaux pour parler des questions de sécurité. La Chine est à considérer comme une porte ouverte, prête à parler, prête à s'engager. Tous ces grands discours de peur que la Chine domine, veut conquérir le monde, veut, vous voyez ce que je veux dire, apporter la peur aux Américains, etc. Nous parlons quand même d'un pays qui n'a pas été impliqué dans un conflit mondial depuis presque 50 ans. Mais bon, quand la Chine se protège, bien sûr, elle organise de grandes parades militaires. Elle les montre dans un grand spectacle à son peuple pour que celui-ci comprenne que ce pays de 1,4 milliard d'habitants, qui vient de célébrer les 80 ans des bombardements japonais et qui ont, n'oublions pas, soumis une ville comme celle où je suis, c'est-à-dire Chongqing, pendant 6 ans et demi. Et que cela ne se reproduira jamais. Maintenant, la Chine est sur la défensive. Elle n'est pas offensive. Elle n'a pas 5, 6 ou 700 bases militaires comme les Américains dans le monde. Et si vous regardez bien, ils ont probablement, vous savez, l'Amérique, probablement une base militaire dans votre pays, dans votre nation souveraine, dictant ce qui peut et ne peut pas se passer. Et nous venons de voir ce qui s'est passé au Qatar. Nous n'avons pas besoin de le rappeler au public. Mais encore une fois, la peur suscitée par la Chine de la part, donc, du FBI, ou plutôt le chef du FBI, je pense que c'est un peu irresponsable. Cela montre juste son manque d'intelligence sur le plan diplomatique. Et encore une fois, je serai clair, la Chine n'est pas intéressée par la domination. Alors oui, ils aiment que les affaires. Et c'est difficile pour beaucoup de gens de comprendre quand tout ce qu'ils entendent, c'est, vous savez, les commentaires rapides pour dire que c'est un pays communiste, autoritaire. Pour moi, c'est un peu comique. Donc, vous avez parlé de ce défilé, de la parade en Chine 2025, qui a été un spectacle absolument impressionnant sur bien des aspects. On a eu la parade en elle-même, hein, sur le plan militaire, qui était donc impressionnante, et on a eu aussi une grosse démonstration d'innovation technologique. Mais sur le plan diplomatique, on a eu donc Vladimir Poutine qui était là, mais également Kim Jong-un de la Corée du Nord. Euh, que diriez-vous, c'est-à-dire comment analyseriez-vous cette parade et le message qui a été envoyé par la Chine au reste du monde? Parce que vous parliez de la population chinoise, comment c'était un message fort pour sa population, sur sa force, etc. Mais quel serait le message pour le monde? Est-ce qu'il faut voir ça comme quelque chose d'intimidant? Alors, alors c'est une très bonne question. Et j'ai envie de dire que la plupart des téléspectateurs vont croire au récit des médias occidentaux. Kim, Vladimir et le président Xi, tous ensemble, la collusion. Ce qui se passe ici. Est-ce qu'il faut voir ça comme un signal fort envoyé à l'Occident? En fait, pour nos téléspectateurs ici, si vous êtes dans un pays en voie de développement ou un pays sous la coupe des Américains, faites attention. Parce que ces trois dirigeants sont le genre de personnes dont vous avez besoin comme alliés dans, je dirais, non pas un monde unipolaire, mais un monde multipolaire en ce moment.
Parce que nous avons vu juste la semaine dernière ou la semaine d'avant, les Américains permettre une frappe de missile à Doha où ils ont un aéroport. Les avions ne peuvent pas survoler l'espace aérien, surtout quand il y a une base aérienne américaine dans un pays et permettre à une certaine autre nation, nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, mais de bombarder des gens sur un territoire souverain. Ou encore voir l'armée américaine utiliser ses armes sur potentiellement, même si nous ne savons pas, nous ne sommes pas juges ou partis, pour des bateaux près du Venezuela. De plus, le gouvernement américain a mis une prime de 50 millions de dollars sur la tête d'un président en exercice d'un pays souverain au Venezuela. Maintenant, de qui avez-vous besoin comme ami? Eh bien, vous avez besoin de la Chine. Vous avez besoin, vous savez, d'autres pays collectifs qui travaillent ensemble. Et c'est je dirais, ce pourquoi la Chine est vraiment célèbre aujourd'hui, c'est avec leur Belt and Road, ou nouvelle route de la soie, où elle connecte les pays pour faire des affaires ensemble. Regardez la 19e série de sanctions qui ont été imposées à la Russie. Ils ont été pratiquement bannis partout. Retirés du système bancaire SWIFT, sanctionnés jusqu'à l'oubli. Maintenant, cette technique utilisée par l'Amérique fonctionnait. Mais maintenant, quand vous avez des partenaires comme la Chine qui peuvent voir au-delà, et ainsi dire, alors oui, il y a un problème territorial entre deux pays, l'Ukraine et la Russie, mais ce sont leurs affaires. Quand il s'agit de commerce ou de B2B avec la Chine, ils peuvent passer outre les problèmes géopolitiques et aider des pays qui normalement seraient pas écrasés. On se trouve également dans une situation de grosse tension entre les États-Unis et la Chine, notamment sur la question des tarifs. Étant donné que vous vivez en Chine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation économique, spécifiquement depuis que Trump est le nouveau président et a décidé de prendre tellement d'actions envers le monde et principalement contre la Chine? Eh bien, c'est là que je pense que notre public, nous pouvons lui donner du crédit parce qu'il comprend qu'un tarif est une taxe sur le peuple américain. Je pense que la communauté internationale et les téléspectateurs internationaux comprennent maintenant que s'ils n'ont pas de tarifs sur leurs articles et qu'ils les importent, alors leur pays est plutôt exempt de cela, à moins qu'ils ne fassent donc plus des affaires avec l'Amérique. Laissez-moi vous expliquer cela. Donc si vous êtes un Américain en ce moment, et que vous êtes entrepreneur et que vous faites des affaires aux États-Unis, je dirais que vous devez importer de chaque pays pour peut-être fabriquer votre produit. Parce que la fabrication, sans dire que ce n'est pas en Amérique maintenant, mais la fabrication a évolué. Ils sont passés à une économie de service, que j'appellerais l'économie Lego. Vous importez des pièces, vous les assemblez, et c'est pourquoi les Américains ne disent pas qu'ils fabriquent dans des usines automobiles, ils les appellent des usines d'assemblage. Donc aujourd'hui, ils assemblent des pièces qui sont fabriquées ou construites dans d'autres parties du monde. Ils assemblent ensuite ces pièces, les exportent ou les vendent sur le marché intérieur et gagnent de l'argent pour leurs entreprises. Mais maintenant, voici ce qui s'est passé. C'est que chaque article qui entre aux États-Unis est soumis à des droits de douane. En dehors des États-Unis, si vous êtes de Grande-Bretagne, de France, de Chine ou d'ailleurs, si vous n'avez pas de droit d'importation, alors votre fabrication, vos employés, votre marché intérieur, toutes ces choses ne sont pas affectées par cela. Et quand nous parlons des États-Unis ici et de la Chine, il y a beaucoup d'enseignes américaines à l'extérieur de cette fenêtre ici. Il y a beaucoup de Starbucks, de KFC, de centres commerciaux, de marques, des Tesla circulent partout ici. Si la Chine voulait vraiment compliquer la vie des Américains, elle pourrait le faire dès demain matin, mais ils décident de faire preuve de maturité ici en disant « D'accord, vous voulez tarifer ces articles ? Eh bien, tout d'abord, la Chine en tant qu'importation, ça ne va pas nous affecter du tout. Par contre, les exportations ? D'accord, eh bien, bonne chance à vous pour obtenir cette pièce ou plaquette de frein ou pneu ou quoi que ce soit dont vous avez besoin pour cela. Allez-y, nuisez à votre propre économie, tirez-vous une balle dans le pied et vous vous êtes rendu non compétitif. L'autre chose intéressante, je pense, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment, c'est que la Chine a aujourd'hui dépassé ce qu'on appelle l'image d'usine pauvre du monde et de ce que la plupart des gens parlent en général. Nous voyons ici des usines de fabrication de haute précision. Pourquoi pensez-vous que le plus grand fabricant mondial ou l'un des plus grands fabricants mondiaux de téléphones mobiles continue de faire fabriquer son produit ici ? Parce que l'outillage est bien fait, l'ingénierie est bien faite. Ce n'est pas pour dire que la Chine essaie de prendre le contrôle. Vous devez vous rappeler que lorsque ces bénéfices sont réalisés, par exemple sur un iPhone, ces bénéfices ne restent pas ici en Chine, ils vont à Cupertino, en Californie, dans les rapports trimestriels pour les personnes qui en bénéficient en tant qu'actionnaires d'Apple.
Donc c'est juste un exemple. La Chine a donc évolué. Ils savent que, ces tarifs causent un peu d'interruption, un peu de problèmes avec une partie de leur fabrication ici, mais c'est pourquoi ils ont un plan quinquennal. Ils planifient dans tous les 5 ans ici. Et si votre public n'en a pas entendu parler, s'ils n'ont pas entendu parler de la Belt and Road, la BRI, Nouvelle Route de la Soie, ce sont 154 pays qui ont été connectés, que ce soit la logistique, que ce soit les affaires, que ce soit la banque. Et si vous n'avez pas entendu parler de WeChat Pay ou Alipay, si vous ne l'avez pas dans votre pays, cela va probablement arriver chez vous bientôt. Et c'est une façon fluide d'envoyer de l'argent à 154 nations en ce moment, et cela continue de croître. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une sorte de mythe, on pourrait dire, en Occident, à cause de la propagande, qui nous amène à avoir une très mauvaise image de la Chine, hein. Mais aussi, ce qui m'a plutôt marqué, et même si maintenant on a ce type de communication très agressive qui vient de l'administration Trump, ou même de l'Ouest en général, spécifiquement depuis que nous parlons des libertés des populations, j'aimerais parler donc de la supposée dictature de Xi Jinping. On observe toujours aujourd'hui de plus en plus de personnes qui décident de partir, de quitter l'Ouest pour aller vivre en Chine. Et même les Américains partent là-bas. Non pas seulement pour le business, mais aussi pour les études. Donc, que pouvez-vous nous dire au sujet de la Chine maintenant, qui devient euh, tellement attractive que vous avez une majorité de la population qui décide d'aller vivre là-bas? Eh bien, si vous prenez le temps de regarder la situation des visas ici, vous allez alors voir que la Chine se prépare tout simplement à devenir l'un des pays les plus visités au monde. Maintenant, en tant que spectateur, vous pourriez dire, eh bien, comment est-ce possible? C'est un pays communiste. Comment les gens se déplacent-ils? N'y a-t-il pas une surveillance lourde? Tout d'abord, vous pouvez maintenant entrer dans ce pays depuis de nombreuses nations sans visa. Vous pouvez avoir un visa de 240 heures, ce qui correspond à environ 10 jours. Vous montez simplement dans un avion, vous n'avez pas à remplir de documentation, vous arrivez simplement. Ils appellent ça des visas de transit, et vous pouvez vous déplacer dans le pays et sortir, sans problème. Ensuite, bon, il y a d'autres nations où elles s'ouvrent pendant 2 semaines. Alors, il faut se rappeler que c'est un pays de 1,4 milliard d'habitants. Et maintenant, ils s'ouvrent vraiment au tourisme lentement pour essayer de comprendre qui vient, comment ils viennent, ce qu'ils attendent. Et ces chiffres augmentent de façon stupéfiante. Avant, c'était un petit filet, maintenant c'est un énorme flux. Ensuite, cela pourrait devenir un tsunami du nombre de personnes qui peuvent entrer dans ce pays. Ils ont préparé leurs aéroports. Rien que dans cette ville ici, à Chongqing, nous avons ouvert un autre aéroport de plusieurs milliards de dollars pour les visiteurs internationaux. Ils veulent passer de 38 millions annuels à 81 millions dans les prochaines années. Nous voyons des villes comme Pékin ouvrir l'aéroport de Daching, un aéroport absolument spectaculaire qui peut déplacer un nombre énorme de personnes. Shenzhen aussi, Guangzhou aussi. Vous savez, la Chine a plus de 100 villes avec une population d'1 million d'habitants ou plus. Et ensuite, ils ont 10 ou 15 mégapoles de plus de 10 millions. Vous comprenez? Ils sont prêts à accueillir des gens dans ce pays, à voyager, à démarrer une entreprise. Je vais vous donner un exemple. Vous m'avez demandé à propos des Américains ou des Occidentaux venant pour démarrer une entreprise. Certaines entreprises coûtent 0 pour s'ouvrir ici en Chine, 0. Ils n'ont pas cette croyance de dire que c'est une barrière ou c'est impossible si quelqu'un a une bonne idée de les frapper avec, vous savez, un impôt majeur. Maintenant, probablement gratuit pour s'incorporer, mais bien sûr, vous allez probablement devoir engager un bon comptable et obtenir des conseils juridiques. Et bien sûr, il y aura des frais pour cela aussi. Et pour comprendre les règles et règlements, chaque province, chaque région autonome est différente et chaque inscription est différente. Mais tout ce que je peux dire ici, c'est que oui, effectivement, nous voyons beaucoup de gens venir dans ce pays, non seulement pour créer des entreprises, mais également pour comprendre autre chose qui est unique ici. Le système de santé, les hôpitaux en place et les infrastructures. Maintenant, les gens pourraient, dire, eh bien, pourquoi irais-je dans un hôpital chinois? Eh bien, vous pouvez obtenir un traitement immédiatement. Vous pouvez y entrer et ne pas en sortir avec une facture de 100 000 dollars comme j'ai vu un Canadien le faire pour 5 jours aux urgences en Floride. Ici, vous entrez, c'est fait électroniquement. Vous pouvez même, dans certains hôpitaux, engager un assistant pour vous accompagner et obtenir un bilan de santé le jour même. Et si quelque chose en plus est découvert, cela ne va pas vous ruiner. Mais même si nous avons tous ces avantages, surtout les infrastructures, comme vous le dites, il y a aussi, et je ne sais pas si c'est un mythe,
mais c'est un argument que l'on entend beaucoup en Occident quand on veut dire que la Chine pourrait ne pas être ce genre de paradis, surtout économiquement parlant, même si c'est une puissance économique dans le monde. Apparemment, il y a une sorte de bulle qui pourrait éclater à tout moment. Est-ce vrai? Quel est l'état de santé de l'économie de la Chine, globalement parlant? Vous savez, ce mythe de la bulle, je dois le reconnaître à Gordon Chang. Gordon Chang est un personnage très intéressant. Il a besoin de vendre des livres. Les retombées, l'effondrement, l'écho, vous savez, l'économie de la Chine. Je comprends, je le comprends. Je l'ai entendu. Oui, il y a des secteurs de ce pays qui ont besoin d'être améliorés. Il y a eu effectivement des spéculations dans certaines parties de l'immobilier qui ont en fait échoué. Et la Chine a bien compris cela. En fait, ils ne demandent pas un parfait 100% sur leurs notes chaque année. Alors oui, il faut le dire, ils ont eu des problèmes avec l'immobilier, mais ils ont réglé cela. Ils se sont occupés des gens responsables. Le fonctionnement est simple, si un crime ou quelque chose de ce genre s'est produit dans ces secteurs, les gens sont inculpés. Après, je veux dire, vous savez, c'est la vie finalement. Je pense que cela arrive dans beaucoup d'autres pays. Mais une chose qui est vraiment très évidente, pour un pays qui est apparemment censé s'effondrer, c'est l'infrastructure qui est absolument à couper le souffle ici. Et on nous décrirait alors, je suppose, ou plutôt je dirais que l'Occident décrirait la Chine comme une dystopie, à la manière de la Corée du Nord, où vous avez les gens qui se promènent comme des zombies, et qui doivent écouter les médias d'État 24 heures sur 24 et où tout le monde est surveillé. Eh bien, ce n'est pas le cas ici. Par contre, il est certain qu'il y aura des industries qui passeront par une consolidation. Il y aura des histoires de succès majeurs qui apparaîtront. Donc ce que nous voyons, c'est un boom, puis un équilibre, et ensuite, vous savez, du progrès. Et nous avons vu le boom, je dirais probablement il y a 10 ans quand il faisait un PIB de 7 ou 8 ou 9%. Maintenant, nous ralentissons à environ 5, parfois 4,5, 5, 5,2, etc. Et c'est gérable. Très gérable, vous savez, pour un pays de 1,4 milliard. Et n'oubliez pas, le gouvernement ici ne divise pas le peuple. Vous savez, il y avait un rapport de Harvard qui était un rapport très approfondi, pas un sondage télévisé, mais un rapport vraiment approfondi qui a été réalisé ici au cours de, vous savez, de nombreux mois en posant des questions aux citoyens chinois sur ce qu'ils pensent de leur gouvernement. J'ai été ici pendant 5 ans, et que l'Occident le croit ou non, et c'est d'ailleurs un groupe de réflexion occidentale qui a posé cette question. Je fournirai le lien plus tard, mais il a obtenu une note de plus de 90. Quand vous avez de grands aéroports, quand vous avez peu de criminalité, quand vous avez pratiquement rien en termes de pauvreté, quand vous avez la prospérité et des emplois, et que vous pouvez vivre une vie saine et agréable avec un excellent système médical, de quoi les gens vont-ils se plaindre ? Et c'est là que, vous savez, dans une ville de 30 millions de personnes, en 5 ans ici, je n'ai pas vu une personne sans abri. Très bien. C'est quelque chose, malheureusement, que nous pouvons voir de plus en plus au sein de l'Ouest, même en France. Pour notre audience, et tous les Français, je pense, savent quel est le cauchemar, malheureusement, dans lequel vivent tellement de nos citoyens. Vous avez mentionné la BRI, la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie. Donc, nous avons, quand on regarde l'Ouest, parce que nous parlions des tensions entre les États-Unis et la Chine, on est en train d'observer un empire sur le déclin, l'empire du dollar. Et nous avons Trump qui essaie de faire de son mieux pour maintenir sa domination, et il essaye même de donner une sorte de second souffle, un peu comme une nouvelle vie pour éviter un déclin terminal, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a de plus en plus d'initiatives intéressantes à analyser, je pense, et à intégrer dans notre discours général. On a les BRICS, auxquels on parle de plus en plus, et on a eu également un grand rendez-vous, si ma traduction est correcte, c'est l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles seraient un peu les tendances, non pas seulement économiques de la Chine, mais économiques de l'Est, du Grand Est en général, du Sud global? Est-ce que nous pouvons dire qu'avec toutes ces initiatives que nous avons maintenant, dans la situation actuelle, que nous sommes peut-être déjà, en fait, face à un nouvel empire qui serait supérieur à l'empire américain? Bonne façon de l'analyser. Eh bien, je dirais tout d'abord que la Chine prête attention aux personnes qui ont été laissées de côté lors du premier tour de jouissance, pour imager.
du soi-disant empire. Également, il faut se rappeler que, je le rappelle ici pour les spectateurs, que des continents comme l'Afrique ont été oubliés pendant des décennies. On avait donc le FMI qui intervenait, qui accordait de gros prêts avec d'horribles quantités de responsabilités qui les accompagnaient, endettant pratiquement les nations pour de nombreuses années. Et puis maintenant, vous avez la Chine qui arrive. Maintenant, pour vos téléspectateurs, vous pourriez dire « Waouh, écoutez ce gars, il est très pro-Chine ». Eh bien, je vais être direct. Vous avez absolument raison. Et je le suis parce que j'ai vu ce pays, pendant 5 ans, investir de l'énergie non seulement en Chine, mais aussi dans des nations en échec ou des nations qui échouent à l'heure actuelle. Avec la Chine qui disait « ça ne doit pas être comme ça, faisons des affaires ensemble ». Quand vous voyez de nouvelles lignes de chemin de fer connecter les gens en République démocratique populaire du Laos, d'accord? Quand vous voyez, vous savez, des villages, 850 millions de personnes ici en Chine sortir de la pauvreté au cours des dernières décennies. Quand vous voyez ces histoires qui étaient peut-être des histoires miraculeuses où les gens avaient, vous savez, de l'eau dans les villages en Afrique, maintenant obtenir un train à grande vitesse. Parlez au Kenya. Voyez comment les Kenyans ressentent leur pays maintenant. Voyez comment le Nigeria se sent par rapport à son pays maintenant. Voyez comment l'Égypte se sent par rapport à son pays maintenant. Le Sri Lanka, tous ces pays le long des nouvelles routes de la soie ont une opportunité. Donc il ne s'agit pas ici de la Chine en tant qu'empire. C'est tout simplement l'initiative des nouvelles routes de la soie. Avec ces 154 pays qui ne se sentent plus dans une situation comme s'ils regardaient un Makerama dans le canon d'un fusil en se faisant menacer et dire « vous échangez du pétrole en dollars américains ». Et si vous refusez de commercer par le pétrole en dollars américains, nous allons donc bientôt venir changer votre régime, eh bien, préparez-vous. Et c'est là que ces nations disent maintenant « non mais, attendez une minute ». Big Brother est intervenu pour protéger, entre guillemets, un autre pays, la Russie. Que vous soyez d'accord ou non avec ce que les Russes ont fait, le fait est que c'est une question territoriale entre deux nations. Et je crois que la dernière fois que j'ai vérifié, vous avez l'OTAN qui ne devrait normalement pas être impliquée là-dedans, mais elle l'est en quelque sorte par proxy. Et maintenant, nous sommes dans une situation où c'est tout le monde contre une seule nation. C'est la vieille stratégie habituelle qui aurait dû briser la Russie, mais quelque chose s'est passé maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est ce que l'on appelle l'OCS. Ce qui s'est passé, c'est ce que l'on appelle les BRICS. Ce qui s'est passé, c'est l'initiative des nouvelles routes de la soie. Et aucun de ces pays, que ce soit 1 million, 10 millions, 100 millions, n'a plus peur de se lever et de dire « Vous savez quoi ? Eh bien, nous avons notre atout maintenant. Vous avez le vôtre et nous, nous avons le nôtre. Notre atout, c'est la nouvelle route de la soie. Allez-y, voyons ce que vous pouvez faire. » Et c'est là que nous voyons le changement. Les gens devraient accueillir cela de la Chine. Nous avons quelqu'un ici. Vous devez vous rappeler la prochaine fois que vous êtes assis à une table de café et que tout le monde dit « la grande méchante Chine ». Chine méchante, Chine méchante. Qu'ont-ils fait? Ont-ils bombardé votre pays? Ont-ils changé votre régime? Y a-t-il des milliards ou des millions d'entre eux qui traversent la frontière pour envahir votre pays? Ou sont-ils simplement là pour faire des affaires? Et je pense que beaucoup de gens veulent gagner de l'argent. Et s'ils le veulent, faites attention, car c'est le pays pour le faire. Une question au sujet des accusations des États-Unis envers la Chine. Et je voudrais connaître votre réponse, parce que si je ne pose pas cette question, je suis certain que les gens penseraient que voilà, j'aurais un agent chinois qui serait juste là en fait pour promouvoir la Chine. Donc, j'ai parlé de Kash Patel et de son audition devant le Sénat, donc il y a 2 jours, et il a vraiment dit de nombreuses choses qui correspondent aux priorités du FBI actuellement, c'est-à-dire de trouver un petit peu les origines de la criminalité et de la criminalité qui est financée apparemment en partie par la Chine. Et il y aurait donc les crises de drogue, de produits pharmaceutiques, et selon les déclarations de Kash Patel, la Chine serait en train en fait de créer une sorte de guerre différente contre les États-Unis en important une quantité absolument énorme de drogue. Il n'y a pas la question uniquement du fentanyl, mais de nombreux en fait composants et ingrédients qui serviraient donc à créer des drogues et qui serviraient à déstabiliser les populations. On a également d'un autre côté une autre type d'attaque, si on se base sur les propos de l'administration Trump. Il faut que l'on parle de la situation actuelle de TikTok. Je pense cette plateforme qui est considérée comme une arme biologique, selon certains analystes, étant donné l'utilisation actuelle de
de l'algorithme qui n'est pas fait pour promouvoir les populations avec les contenus qui sont faits, serait plutôt désigné en fait pour essayer de détruire la population et même le niveau du QI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On a tellement différents types d'arguments qui sont mis dans ce dossier. Mais bref, donc il y a ces deux principaux arguments, ces principaux sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre. Donc que la Chine serait en train de créer une sorte de guerre, mais une différente. Vous savez, je dois vous dire tout d'abord que les questions que vous me posez sont très bien réfléchies. J'ai presque envie de dire que c'est probablement l'une des meilleures interviews que j'ai eues, car cela me donne la possibilité de répondre à des questions très très techniques et très très difficiles et sensibles. Et j'apprécie cela, et je tiens à le saluer. Plus nous avons cette conversation constructive, plus les gens en apprendront. Alors posons la question. Est-ce que la Chine déverse ses matériaux aux États-Unis pour déstabiliser le pays ? Je pense d'abord que l'Amérique a toujours eu des problèmes avec la drogue. Que ce soit en passant par la Colombie ou que cela provienne d'autres nations qui les amènent à leurs frontières. Voici mon message. Amérique, protégez vos fichus de frontières. Vous avez l'une des plus grandes armées du monde. Alors protégez-la. Protégez-la à tout prix. D'accord ? Déployez votre garde nationale. Déployez votre armée. Et si vous avez des problèmes qui arrivent à vos frontières, arrêtez-les. Parce que, je vais vous dire, je ne vois pas vraiment ces problèmes se produire dans beaucoup de pays par ici. Vous essayez de faire quoi que ce soit en matière de drogue à Singapour, vous êtes MORT, vous êtes mort à l'arrivée. Et essayez de faire ça à n'importe quelle de ces frontières ici en Chine. Ça n'arrivera pas. Pourquoi certains de ces pays n'ont pas de problème d'immigration ? Ils protègent leurs frontières. Maintenant, les États-Unis peuvent de jouer au jeu des reproches. Maintenant, quand on pointe du doigt les opioïdes ou bien les guerres de l'opium, il faut juste revenir à l'histoire de la Chine et à ce qu'elle a traversé, et comment d'autres pays ont essayé de la déstabiliser. Donc du coup, peut-être que Kash Patel a besoin d'un petit cours d'histoire. Peut-être qu'il détourne l'attention. Il a probablement un travail très stressant. Car oui, beaucoup de gens dans les rues américaines consomment des drogues. Comment en sont-ils arrivés là ? Nous devons d'abord simplement regarder du côté du département pharmaceutique. Quand les entreprises pharmaceutiques mettent des drogues dans le corps des jeunes, que ce soit des opioïdes, de l'oxycontin, je n'ai pas besoin d'entrer dans tous les détails. Pour la dépendance aux opioïdes. Une fois que les personnes malheureusement accros n'en ont plus et qu'ils ne peuvent de plus obtenir de prescription des médecins, ils se demandent où pouvons-nous trouver un complément qui nous aidera alors que nous sommes en train de décrocher ou de finir dans la rue. Et puis, paf, le fentanyl arrive. C'est quelque chose de très puissant. C'est probablement assez facile à déplacer à droite à gauche. C'est en tout cas ce que j'ai entendu à ce sujet. Et du coup, oui, c'est un problème en Amérique. La Chine, elle, a adopté des lois très strictes sur beaucoup de composants ici. Est-ce à 100%? Bien sûr que non. Avons-nous un problème ici que nous devons résoudre? Absolument. Encore une fois, vous savez, c'est un pays où le mot drogue, je sais que ça va être difficile pour certains de nos spectateurs de comprendre, mais les drogues sont absolument interdites, même dans les conversations. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment un problème ici parce que ça ne fait tout simplement pas partie du moins je suppose, les gens du quotidien. Ou en tout cas, nous n'avons pas de personnes qui tombent Pour le dire plus clairement, nous n'avons pas 54 millions de personnes non couvertes par le système de santé américain pour les soins. La situation n'est pas la même. Tout le monde a une couverture santé universelle ici en Chine. Mais, vous savez, tout ce point sur les opioïdes, si c'est ce sur quoi l'Amérique veut insister, très bien. Venez, envoyez une délégation ici en Chine. Asseyez-vous diplomatiquement, si vous savez encore comment faire cela, et engagez-vous dans une très longue conversation avec le gouvernement américain et parlez même mon pays, le Canada, a été entraîné dans cette situation de fentanyl. Et ça pourrait bien continuer encore et encore. Est-ce que le Canada est aujourd'hui étiqueté et frappé durement par des tarifs à cause du fentanyl venant du Canada? C'est un argument curieux contre la Chine, j'aimerais avoir les données concrètes. Mais oui, c'est un problème qui doit être résolu. Comment l'Amérique en est-elle arrivée là? Après, vous savez, nous n'avons même pas besoin de parler du fentanyl. Nous pourrions simplement nous attaquer aux entreprises pharmaceutiques aux États-Unis, et cela serait une conversation entière. Oui, l'Amérique est vraiment malade. Vraiment malade. Oui, ils sont malades, oui, ils sont souffrants. Ils ont là besoin de résoudre de gros problèmes en ce qui concerne la santé et le bien-être des gens. Parce que quand nous utilisons le mot sans-abri ici en Chine, ou le mot pauvreté, ils ne vont pas de pair.
Vous diriez à quelqu'un, « Oh, vous savez, ils sont pauvres. Il y a de la pauvreté ici en Chine. » Il dirait, « Oh non, oh, c'est malheureux. » Peut-être qu'ils peuvent travailler plus et gagner de l'argent. Le mot sans-abri ne se calcule pas dans l'esprit d'un Chinois parce qu'ils disent « Désolé, que voulez-vous dire par sans-abri » ? Eh bien, des gens dans la rue. Désolé, que signifie des gens dans la rue ? Eh bien, dormir dans un sac de couchage sans accès à rien. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? Où est donc leur famille ? Où est donc le gouvernement ? Et c'est comme ça que pensent donc les Chinois. C'est pourquoi vous viendrez dans les plus grandes villes du monde, ici, Shenzhen, Shanghai, Pékin ou Chongqing, ou Chengdu, ou Changsha, Nankin, Mégapole, et vous diriez « Attendez une minute. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'ils font ici que nous ne faisons pas bien dans notre pays ? C'est à propos des gens. Le gouvernement se soucie de son peuple, que vous me croyiez ou non. D'accord, passons maintenant au grand sujet de TikTok. Donc, je suis cette histoire depuis environ 4 ans, c'est-à-dire depuis qu'elle est devenue menace majeure pour la sécurité nationale aux États-Unis. Ok, d'accord. Une menace majeure qui, encore une fois, pour la sécurité nationale aux États-Unis, a juste fini par être retardée de 4 ans. Ok, très bien. Cela a été adopté par une loi pour chercher à l'interdire par le biais du Congrès aux États-Unis. TikTok est très intéressant et je vais vous dire pourquoi il fait de grandes vagues aux États-Unis. C'est parce que 7 millions de personnes en dépendent comme entreprise aux États-Unis. 154 millions d'Américains ont téléchargé cette application. Vérifiez ce fait, d'accord ? Pas de problème. Mais quand vous avez 7 millions de personnes qui en font un business, elles pourraient en vendre n'importe quoi. Des pots de fleurs aux bougies, en passant par des robes et du maquillage. Qui sait ? Mais c'est quelque chose que les Américains ont adopté, et les Américains sont des entrepreneurs. Ils ont donc cette application qui est étrangère. Malheureusement, Meta a raté le coche. Vous avez Instagram qui a raté le coche. Ils ne voient donc pas et ne comprennent même pas comment, à partir de nulle part, cette application est arrivée soudainement et menace aujourd'hui réellement leur part de marché. Mais vous avez l'application qui est là maintenant. Et écoutez bien, la dite menace est là car cela fait trembler toutes les grandes entreprises, et plus particulièrement dans le commerce B2C aux États-Unis. Prenons par exemple Amazon. Oh oui, bien sûr qu'ils s'en inquiètent. Vous avez également la plateforme YouTube. Bien sûr, les YouTube Shorts sont maintenant là, n'est-ce pas ? Vous avez également les Instagram Reels. Même Facebook a aussi son format de short. Alors, comment le gouvernement américain va-t-il prendre le contrôle ? Eh bien, nous avons vu ce qu'ils ont fait avec Huawei. Ils l'ont interdit. Si vous êtes une personne qui aime les drones, mieux vaut en acheter un bientôt car les Américains sont sur le pied de guerre pour interdire également les drones DJI sur le marché américain. Ensuite, c'est TikTok. Mais du coup, maintenant, en tant que président qui a embrassé et a même dit que TikTok l'avait aidé à se faire élire, je ne suis pas tout à fait sûr que l'administration Trump veuille mettre TikTok en mode sombre, si vous comprenez l'image, alors que les élections de mi-mandat approchent à grands pas. Ce ne serait pas une décision judicieuse. Alors vous avez donc le maître de l'art de la négociation. Et ne vous méprenez pas, je comprends tout à fait la vision de l'Amérique d'abord, de Trump. Je comprends. Je comprends qu'il veut rendre l'Amérique à nouveau grande pour les Américains. Oui, je comprends. Je comprends totalement. Mais quand d'un coup il s'agit de dicter ce que d'autres pays et également entreprises peuvent faire dans le monde, ou de faire une prise de contrôle hostile par le gouvernement américain, c'est là que la Chine décide de s'asseoir sérieusement et analyser cela. Et ce partir de là, ils disent « Attendez un moment ». Nous avons de notre côté une entreprise prospère en Amérique du Nord qui offre un emploi à quand même plus de 7 millions de personnes et nous avons 154 millions de personnes l'ont téléchargé. Et là, vous voulez donc que nous vous la vendions ? Alors d'accord, que diriez-vous de jeter un petit coup d'œil à Microsoft, qui est installé sur l'ordinateur de chaque personne ici en Chine ? Donnez-nous simplement le système d'exploitation Microsoft. Nous trouverons facilement quelques acheteurs chinois pour cela. Merci beaucoup, comme ça nous sommes à égalité. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors maintenant, vous avez la plupart des gens qui pensent que TikTok doit être vendu à l'Amérique. Vous avez ByteDance qui est le propriétaire principal, ou plutôt nous l'appellerons le vaisseau mère, d'accord ? Ou nous l'appellerons finalement la société mère. Maintenant, vous avez ByteDance qui est une entreprise vraiment très prospère ici en Chine. Ils ont d'autres activités en plus de TikTok, mais la plateforme TikTok opère dans de nombreux pays, entre 100 et 150 à 160 pays. Maintenant, n'oubliez pas que TikTok USA est une filiale. Prenons un exemple pour imager. Oui, nous voulons ouvrir un KFC aux États-Unis. D'accord, très bien, nous vous donnerons donc tout ce dont vous avez besoin pour exploiter un KFC.
Nous vous donnerons la sauce secrète, mais par contre, nous ne vous donnerons pas les ingrédients de cette sauce secrète. Cela revient à dire, nous ne vous donnerons pas l'algorithme. Nous vous le concéderons sous licence. Alors, est-ce que Trump l'a vraiment vendu au peuple américain comme « nous avons le contrôle » ? Oui, vous avez convaincu quelques grands entrepreneurs locaux, Oracle et compagnie, d'investir quelques milliards pour acheter la licence américaine de TikTok. Mais la réalité est que vous n'avez pas vraiment acheté TikTok, car vous n'avez pas acheté son algorithme. Vous avez acheté sa filiale ou sa franchise aux États-Unis. Vous n'avez pas acheté TikTok Mexique, vous n'avez pas acheté TikTok Venezuela, vous n'avez pas acheté TikTok Canada, vous n'avez pas acheté TikTok France ou quoi que ce soit. Vous avez juste l'application en Amérique. Par contre, maintenant, si vous, l'Amérique, ou je devrais dire le gouvernement américain, voulez en faire une machine de propagande pour votre propre peuple, allez-y et faites-le. Mais j'en doute fort, car vous savez, et j'ai eu TikTok sur mon téléphone. Je ne crois pas avoir, vous savez, vu des gens essayer de me persuader de voter pour cela, pour toutes ces décisions. Et moi, je ne pense pas que certains de ces sénateurs ou membres du Congrès aux États-Unis soient même assez futés pour réellement mener une bonne campagne sur TikTok pour persuader les gens d'aller dans l'autre sens. Mais s'ils le faisaient, ils comprendraient que waouh, quel grand pays, ou une grande entreprise avec laquelle j'ai réussi à travailler. Et c'est là où nous en sommes avec TikTok. Vous savez, ils disent que c'est un accord. Tout d'abord, c'est un cadre pour un accord. Car oui, l'appel entre Xi et Trump s'est passé un peu comme ça. Et Xi, peux-tu convaincre ces gars de TikTok de nous vendre une filiale ? Xi a probablement dit, oui, si le prix est correct, vous pouvez probablement conclure un accord. Waouh, ça ressemble à un accord. Merci Xi. Merci Don. Et il passe à autre chose. Donc, ça ne concerne pas juste TikTok, vous comprenez ? Il y a plus à venir. Les spectateurs doivent comprendre la situation. Si les Américains pensent tant que TikTok est la dernière chose qui va sortir de Chine pour secouer les entrepreneurs en Amérique du Nord, croyez-moi, les choses ne font que commencer ici. Et je vais vous dire une chose, et merci beaucoup de me permettre d'en parler. Beaucoup d'entreprises ici ont un département de recherche très très important. Je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise, si ce n'est pas le cas, elle arrive probablement dans un pays près de chez vous. Elle s'appelle BYD, Build Your Dreams. C'est l'un des plus grands fabricants de véhicules à nouvelles énergies. Et quand nous étions en 1986, c'était une entreprise de batterie. Les voitures en font partie maintenant. Ils ont plus d'1 million et 100 000 employés. 1 million et 100 000 employés. Et sur ce 1 100 000, vous avez plus de 150 000 travaillant uniquement dans le département de recherche et développement de ces entreprises. Vous imaginez ? Donc il faut comprendre la situation. La Chine ne se contente pas uniquement de rendre de l'argent aux actionnaires comme le font les entreprises américaines, mais elle réinvestit des sommes absolument considérables pour découvrir ce qui pourrait permettre d'améliorer la vie des gens. Et nous voyons cela se produire aujourd'hui. La situation a complètement changé. C'est une réponse vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Donc j'aurais aussi une autre question, parce que maintenant, on a parlé de plusieurs sujets, et on pourrait croire qu'il y a uniquement des tensions ou simplement des accusations, des attaques, etc., venant des États-Unis contre la Chine, mais également, aux alentours du mois de septembre, on a pu observer quelque chose d'assez étrange, parce qu'il aurait semblé que Trump a fait une sorte de virage à 180 degrés. Il a décidé de défendre les fameux visas, les visas des étudiants, pour pouvoir permettre à 600 000 étudiants chinois de venir. Donc, comment est-ce que vous pourriez analyser cette décision spécifique de Donald Trump, donc, qui essaye d'importer, d'une certaine manière, énormément, tellement d'étudiants chinois, alors que nous serions dans un contexte de tension énorme et que nous devrions considérer apparemment, si nous sommes un Américain ou membre de l'administration, la Chine comme un ennemi. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ça? Une très bonne question. Et encore une fois, ça va nécessiter une réponse un peu approfondie. Ce n'est pas seulement à propos des étudiants chinois, c'est à propos de l'image de la Chine. Beaucoup de nations, encore aujourd'hui, peuvent dire « Ah, regardez la Chine, vous savez, pays pauvre, pays appauvri, atelier de misère. Oh, ils gagnent 2 $ de l'heure. » Je veux dire, c'est intéressant. Si vous revenez en arrière et que vous regardez chaque industrie, il y a environ 10 ans, Elon Musk riait du développement de BYD. Il a absolument dit « Est-ce que vous avez vu leur voiture ?» Alors, qui rit maintenant, Elon? Vraiment, qui rit maintenant? Je ne pense pas que ce soit toi. D'accord? Et en fait, si j'ai bien compris, vous construisez vos Tesla ici dans une usine, donc en Chine, à Shanghai. Et vous vendez donc vos voitures ici. Et nous les achetons parce que nous pouvons mettre la politique de côté ici, en Chine. Et nous sommes aussi des consommateurs.
Donc nous allons répondre maintenant à la question sur les universités chinoises. Je vous ai donné un exemple sur les véhicules à nouvelle énergie à l'instant avec BYD. Je vais vous donner un exemple intéressant sur les téléphones portables. Il y a 15 ans, les gens se moquèrent de la Chine. La Chine ne peut pas fabriquer un téléphone mobile même si sa vie en dépendait. Vraiment ? Regardez Huawei, regardez Oppo, regardez Apple, d'accord ? Ces produits, ils sont fabriqués ici. Ils veulent les fabriquer en Amérique. Allez-y. Voyez combien cela va vous coûter. Cela pourrait vous coûter 4 000 $ par téléphone. Mais ce sont des industries. Maintenant, la Chine progresse. Ils avancent dans les industries médicales, ils avancent dans la robotique, ils avancent dans l'intelligence artificielle, ils avancent dans les médias. Après, je vais être honnête, je le concède. Ils ne sont pas parfaits pour défendre même leur propre pays en ce qui concerne leurs médias. Mais donnez-leur environ 5 ou 10 ans, et leur budget, et alors là, attention. Car ce pays sera capable de se défendre et pourrait devenir le chouchou des pays à venir. En ce qui concerne les universités, ils ouvrent également leurs universités. D'ailleurs, il y a 5 ans, je vais vous donner un exemple. C'était autrefois un triomphe majeur pour les gens d'être éduqués dans les universités occidentales, parce que certains parents pensaient que, bien, donnons à notre fils et à notre fille l'opportunité de voir à quoi ressemble la vie sur un autre continent. Et avec cette amitié et cet échange culturel et touristique, peut-être que nos étudiants peuvent apprendre un peu et ramener quelque chose. Pas voler, mais apprendre et ramener des choses. Eh bien, c'était ça le ton auparavant. Mais cela change maintenant. Nous sommes dans une situation où la Chine se lève et dit « Attendez une minute, nos universités sont aussi excellentes. » En fait, au lieu d'essayer de chasser nos étudiants ou de retirer leur visa ou de ne pas les vouloir ou de les faire se sentir indésirables dans votre pays, comment faisons-nous cela ? Eh bien, nous pouvons le faire de 2 manières. Peut-être que nous ferons venir des professionnels occidentaux, des professeurs occidentaux, des enseignants occidentaux, et nous les paierons ce que les enseignants méritent pour un salaire. Il ne sera pas trop difficile de convaincre certains enseignants, avec une belle augmentation de salaire, une atmosphère sûre et agréable, de belles nouvelles universités ici, pour enseigner aux étudiants chinois. Et attention, nous ne parlons pas là des prix absolument exorbitants, prix sur lesquels ces universités comptent énormément en Amérique du Nord. Je pense que Trump a eu une petite réunion avec Harvard, une petite réunion avec certaines de ces grandes universités aux États-Unis. Et ils ont dit à Trump, Donald, avec notre fonctionnement actuel, si vous retirez ces visas, ces universités sont fauchées, et elles le sont très rapidement. Donald Trump a dit, eh bien, ce n'est pas normal, comment cela se fait-il ? Eh bien, nous avions l'habitude de leur facturer 200 fois ou 200% de plus que ce qu'un Américain normal paierait pour notre université. Et peut-être ont-ils un peu ri à ce sujet, après, dans le bureau du doyen lorsqu'il collectait lentement les frais. Donc, le titre a changé. Oui, il a besoin de ces 600 000 étudiants pour remplir ces universités, pour les maintenir à flot à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Pour quelle autre raison ferait-il cela ? Et puis, vous savez, en traitant ces gens d'espions, en les faisant se sentir très mal accueillis. Et cela cela a eu un impact. Et laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont les Chinois pensent. Si quelque chose tourne mal, si par exemple ils sont très mal respectés ou, vous savez, s'ils ne sont pas les bienvenus, s'ils ne sont pas bien traités. Imaginons que des choses comme ça se passent. Ou alors s'il y a simplement un danger. Eh bien, cela circule sur les réseaux sociaux chinois et c'est terminé. Une fois que c'est sorti, nous avons vu la Thaïlande souffrir des chiffres du tourisme lorsqu'il y a eu quelques problèmes sur la façon dont ils ont traité, certaines personnes de Chine. La Thaïlande ne peut pas récupérer son marché autant qu'elle essaie en ce moment. Ils ont pratiquement supprimé toutes les réglementations pour que les Chinois viennent. Venez, pas de visa à l'arrivée, venez simplement. 30 jours, tout ce dont vous avez besoin. Venez. La Chine dit, il y a d'autres alternatives, et si vous voulez que nous revenions, vous allez devoir nous regagner. Et c'est là que nous en sommes avec les universités en ce moment. Il a fait volte-face, vous avez raison là-dessus. Et ça commence. Vous savez, à faire dire aux gens, quoi ? Je pensais que c'était fini. Je pensais, youpi, nous avions une victoire. Et que les Chinois ne viendront pas ici, qu'ils ne nous espionneront pas. Donc oui, c'est là où ils en sont. Les universités sont en... Et donc, il est très intéressant, je pense, d'observer les différentes actions de Donald Trump, notamment concernant donc la Chine, parce que
il y a quelques jours, je pense que c'était même hier, à l'heure où nous enregistrons, Trump a décidé donc de augmenter les frais des visas H-1B, les visas qui seraient passés donc de 10 000 $ à 100 000 $ pour les avoir, qui concernent principalement donc la population, les étudiants et les travailleurs indiens, pour résumer assez rapidement. Et c'est assez étrange de voir comment, si il est tellement attaqué par la Chine, ou du moins d'après ce que dit son administration, s'il souhaite vraiment et qu'il est vraiment en besoin d'étudiants, c'est assez étrange qu'il décide de faire ce petit avantage pour la Chine. Donc parce que on connaît la nature humaine, et spécialement je pense de l'Ouest, de l'Occident, qui a la tendance en fait d'accuser quelqu'un de choses que eux en fait pratiquent d'une certaine manière, parce que on parle souvent de soi hein, quand on essaye d'attaquer quelqu'un sur un point. Lorsque l'on parle des guerres par proxy, c'est-à-dire faire une guerre de manière un peu différente, par exemple, comparée aux guerres conventionnelles. Il y a aussi la question du vol technologique, etc. Parce que c'était quelque chose que vous avez dit, c'est-à-dire c'est une grosse accusation. Pendant des décennies, on accusait la population chinoise de venir dans l'Ouest, dans les pays de l'Ouest, pour pouvoir voler des brevets. Voilà. Mais est-ce que ce serait une sorte de théorie du complot d'imaginer que si Trump et son administration s'autorisent à faire venir tellement d'étudiants, c'est peut-être pour faire la même chose? Est-ce que ce serait une théorie du complot d'imaginer qu'ils pourraient transformer tous ces étudiants et peut-être même les transformer en agents, infiltrer la Chine et travailler pour les États-Unis? Savoir, c'est intéressant. La plupart des litiges en matière de brevets proviennent plutôt d'entreprises américaines, poursuivant d'autres entreprises également américaines. Et vous pouvez les voir dans les tribunaux. Au Texas, au Delaware, vous verrez les guerres de brevets qui se déroulent. Mais vous savez, qu'est-ce que la protection de nos jours? Et je pense que, comment dire, on peut dire que la boîte de Pandore a été ouverte avec l'IA. Que vous soyez aujourd'hui dans le cinéma, que vous soyez dans le travail vidéo, que vous soyez dans la comptabilité, que vous soyez dans le droit, c'est grand ouvert. Donc revenons à la question. Amener des étudiants là-bas pour qu'ils soient des espions infiltrés? Je veux dire, cela pourrait en théorie faire un bon film, c'est vrai. Mais soyons honnêtes, je pense que si nous cherchons à parler d'une manière réaliste ici, eh bien ces jours sont révolus, et il y a de ça depuis de très très nombreuses années. Et finalement, quand on y réfléchit bien, comment pouvons-nous regarder le peuple américain droit dans les yeux en disant « Eh bien, les Chinois viennent voler la technologie ». Mais par contre, nous les obligeons à ce que, lorsqu'ils réussissent et créent une entreprise, comme c'est le cas ici avec TikTok, notre gouvernement soit autorisé à l'acheter. Et on parle d'un achat. Donc d'un achat d'une entreprise parrainée par l'État et que nous pensons devoir avoir ou acheter. Non. Je pense que ce que l'Amérique a vraiment essayé de faire, c'est de bloquer des entreprises là-bas. Je veux dire, et cela fait mal aux Américains. Et je ne veux pas me concentrer uniquement sur l'Amérique. Je veux aussi me concentrer, vous savez, sur mon propre pays, le Canada, et d'autres pays qui ont cette peur d'être surveillés. Je veux dire, allez mec. Notre gouvernement canadien a son propre service de surveillance. Vous savez, le Royaume-Uni a son propre service de surveillance. Les Américains ont leur propre service de surveillance. Est-ce que quelqu'un s'en soucie vraiment? Je veux dire, tout ce truc sur « Ah, notre vie privée », je veux dire, c'est que nous y sommes tous. Désolé, mais nous y sommes tous. Je veux dire, oui, ils peuvent nous regarder. S'ils ne veulent pas regarder où nous allons, d'accord, allez-y, regardez où nous allons. Mais ce qui compte à la fin de la journée, c'est que nos vies, nous voulons améliorer nos vies, d'accord? Et il faut comprendre que la Chine est là pour donner cette opportunité aux gens d'améliorer leur vie, que ce soit par la technologie. Je vais vous donner ce que je pense être le meilleur exemple que je peux vous donner ici, qui est que la plupart des paiements ici se font avec un portefeuille numérique. Et ce qui se passe avec cette situation, c'est que lorsque vous retirez la monnaie, donc l'argent liquide du système, vous avez le montant de la criminalité, qu'il s'agisse de crimes organisés, qu'il s'agisse des produits du crime, ou encore qu'il s'agisse de déplacer des millions de dollars pour importer, exporter de mauvaises choses, tout cela disparaît. Car vous ne pouvez tout simplement pas, si vous sortiez dans la rue ici avec 300 $ en espèces, cela attirerait l'attention des gens. Ils diraient « Oh, des espèces ?» Ils voient à l'argent liquide ici comme quelque chose du genre « Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous de l'argent? Pourquoi avez-vous réellement des espèces ?» Donc, beaucoup de distribution numérique de l'argent ici a éliminé beaucoup de, disons-le simplement, mauvaises industries. Je vais vous donner un exemple. Les personnes qui déplacent du fentanyl aux États-Unis ont probablement de l'argent lié à cela. Eh bien, retirez l'argent de l'équation. Comment allez-vous déplacer quelque chose? Pourquoi?
gratuitement? Vous allez échanger 500 voitures pour ça? Enfin, je ne sais même pas comment le fentanyl est distribué. Mais si vous retirez ça du système, vous allez voir la criminalité baisser, et ce, immédiatement. Alors, toute cette histoire de vol de technologie, franchement, si j'étais une entreprise américaine aujourd'hui, je prendrais juste le premier avion et je viendrais ici pour dire plutôt, vous savez quoi les gars, comment pouvons-nous faire des affaires ensemble? Et là, vous auriez les Chinois qui diraient, d'accord, nous ferons telle chose pour telle contrepartie, et vous ferez ceci en échange de cela. Et vous passez à autre chose. Mais essayez de protéger les brevets, je suis désolé, mais en 2025, ok, je peux le comprendre, les brevets sont certes importants. Mais comme nous le voyons ici, je suis dans la ville, Motor City. Appelons-la ainsi, c'est la capitale, on peut dire, des véhicules à nouvelle énergie ici en Chine. Et les entreprises britanniques en bénéficient énormément ici. Les entreprises allemandes également en profitent ici. La Chine ne veut pas nécessairement prendre le contrôle du secteur automobile. Bien sûr, ils aiment bien la concurrence et oui, ils veulent te vendre des millions de voitures, mais si vous voyez certaines des voitures qui sont construites ici, elles utilisent des freins allemands. Elles utilisent des pneus Pirelli ou des pneus Goodyear ou des pneus Michelin. Elles utilisent dans même certains composants français. Et c'est comme s'ils disaient, « Eh mec, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Nous ne voulons pas nous déployer là où quelque chose est déjà un chef-d'œuvre. Alors collaborons, tout simplement. » Et ce mot doit être dit plusieurs fois. Collaboration. La Chine se concentre avant tout sur la collaboration avec des entreprises internationales, et c'est donc ce qu'elle fait. Je vais vous donner le meilleur exemple que je puisse vous donner sur les brevets, et cela devrait faire taire tout le monde. Dites-moi, où est fabriqué l'iPhone? C'est fabriqué ici même. Alors dites-moi, pourquoi la Chine n'a-t-elle pas copié l'iPhone? Ils ont tout ici. La fabrication se fait à Shenzhen. Pourquoi n'est-ce donc pas copié? Comment se fait-il que l'iPhone ne soit pas montré au public avant sa date de lancement réelle? Je vais vous le dire. C'est parce qu'il y a de la confiance ici, dans l'industrie. Maintenant, oui, nous avons des concurrents sérieux. Mais Huawei peut certainement se tenir debout tout seul quand il s'agit d'un téléphone mobile. Et leurs téléphones sont pas mal du tout aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on entend parler de vol de brevets, nous avons le plus grand fabricant mondial d'électronique pour le grand public, qui s'appelle Apple, qui les fabrique ici même en Chine. Et ils n'ont pas été copiés. Et étant donné que nous parlons de la technologie et que nous sommes donc en Occident, si on se base sur les informations que nous recevons au sujet de la Chine, qui ne sont pas peut-être pas vraiment de grande qualité, est-ce que nous ne sommes pas en train de sous-estimer les différentes percées, l'augmentation des innovations dans le domaine de la technologie, parce que vous avez mentionné l'intelligence artificielle, nous en parlons, on a parlé également des véhicules électriques, etc. Mais spécifiquement donc l'intelligence artificielle. Est-ce que la Chine est en train de développer peut-être l'arme par intelligence artificielle la plus puissante dans le monde? Eh bien oui, en Chine et en Amérique, regardez qui alimente l'industrie de l'IA. On parle également des ingénieurs logiciels, des techniciens en informatique, etc. La plupart d'entre eux viennent de Chine et ils aident les entreprises nord-américaines à le construire. Donc non seulement les entreprises nord-américaines construisent grâce à l'intelligence des Chinois, mais la Chine en bénéficie également. Et certains Chinois, comme vous le dites, retournent en Chine, dans leur patrie où on leur offre l'opportunité et l'investissement nécessaires. Je pense, vous savez, les pays occidentaux, je pense qu'ils sont incroyables. Il y a encore des opportunités pour que tout le monde gagne gros. La France peut gagner gros, l'Italie peut gagner gros. Ces pays sont admirés par les Chinois, vous savez, ils les admirent. Regardez, si vous demandez à une personne chinoise « Où aimeriez-vous aller en vacances ?» Je veux aller en Europe, je veux aller en Amérique, je veux voir ces pays. Je veux aller à Hollywood, je veux aller à Disneyland. Toutes ces choses montrent que ce sont des pays emblématiques pour les Chinois. Mais nous devons dépasser ce nous contre eux, vouloir arrêter leur technologie. Après, oui, les Chinois investissent dans la technologie. Et leurs vitesses Internet ne sont pas, vous savez, les réseaux 5G, 6G, ceux-ci ne sont pas conçus pour quelqu'un qui a un téléphone mobile et dit « Waouh, d'accord, je peux ouvrir, vous savez, Google plus rapidement maintenant. » Ou « Je peux ouvrir YouTube plus rapidement. » Ou de dire « Je peux regarder à une meilleure vitesse. » Non, ces types de technologies sont finalement plutôt utilisées, par exemple dans l'industrie médicale où les opérations peuvent être faites. Un médecin pourrait donc, par exemple, être assis dans un bureau.
et effectuer une opération sur un patient à 3200 km de distance, et une opération avec une précision d'erreur de pratiquement 0,000, et tout cela, c'est grâce à la rapidité de la communication. Certains des chantiers de construction ont des équipements de construction sans pilote, vous savez, construisant certains de ces bâtiments ici. Ils sont dirigés par un gars assis dans le bureau, vous savez, qui fait fonctionner ces machines. Et nous avons donc moins de personnes qui meurent dans la construction, parce qu'elles sont réalisées grâce à la technologie 5G. L'autre chose dont je pense que l'Occident manque ici, cela concerne le secteur des nouveaux véhicules électriques. Et soyons clairs sur ce point, cette situation ne va pas disparaître, bien au contraire. Ça arrive, et ça arrive en force. Alors maintenant, bien sûr. Tout ce qui se joue ici, en Chine, n'est absolument pas motivé par une stratégie climatique ou alors une crise de Greta Thunberg. Tout ceci est fait dans un pays qui dit « essayons ». Peut-être, je dis bien juste peut-être, que nous pouvons y arriver. Maintenant, en parlant de mon expérience personnelle, j'étais dans une ville ici de plus de 36 millions d'habitants. Il y a 6 ans environ, oui c'est vrai, nous avions un peu de pollution dans la ville. Et maintenant, 6 ans plus tard, je dirais que plus de 50% des automobiles que nous avons sur la route ici sont alimentés par batterie. Et le ciel se dégage, il est bleu maintenant. Et le truc, c'est que quand on dit ça aux gens, ils vous diront « Oh oui, les voitures électriques, mec, une voiturette de golf avec une batterie. » Alors oui, c'est vrai, je pensais la même chose aussi quand je suis arrivé ici du Canada. J'aimais les anciennes voitures américaines musclées et l'essence et, vous savez, la machine elle-même. Et puis, une fois que vous montez dans une nouvelle véhicule électrique ici, comme je l'ai fait il y a 6 ans ou 5 ans quand je conduisais dans... Je crois que ça s'appelait une voiture qui s'appelait une Avatar, A-V-A-T-R. Certains épelaient pas comme le film Avatar, un peu différent. Et j'étais dans cette voiture en train de descendre la rue. J'ai dit « Quelle voiture fantastique !» J'ai vu l'affichage et j'ai pensé « Oh waouh, c'est bien que les Chinois fabriquent encore des voitures à essence. » Je suis alors sorti de la voiture et je suis allé à l'arrière pour voir le nom de la voiture et je n'ai vu ni tuyau d'échappement, ni fumée d'échappement, ni silencieux sur les voitures. Et je me suis dit « Il n'y a pas moyen que ce soit une voiture électrique. Pas moyen, c'est impossible. » Et c'était le cas. Et je me suis dit « Oh oh. » Tout ça va très bientôt arriver dans nos pays. Maintenant. Si nous décidions de l'adopter et fassions une collaboration avec eux, nous pourrions vraiment sauver notre industrie automobile. Et ne pensez pas une seule seconde à cette chose. Nous appelons cela l'anxiété de l'autonomie, je crois. Une batterie avec une distance de 800 ou 1400 km ne va plus stresser les gens. Ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas qui parcourt 1400 km avec une seule charge, mais les batteries et leur autonomie ne représentent plus un problème. Ces voitures qui pouvaient prendre feu ne sont plus un problème. Ce sont des investissements énormes, vraiment majeurs aujourd'hui. Ce ne sont pas des voitures bon marché. Elles font d'ailleurs partie aujourd'hui des voitures les plus raffinées au monde, au point que nous pouvons entendre aujourd'hui qu'un grand constructeur italien a acheté 3 des voitures de sport de Xiaomi, afin de les désosser et essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans ces voitures. Je parle là de l'industrie des voitures de sport. Et quand nous voyons tout cela se produire, on comprend que ce n'est pas un objectif de changement climatique de la part du gouvernement. Les gens pourraient alors se dire « Oui d'accord, mais on a aujourd'hui les Chinois qui font des rabais sur les voitures, et maintenant ce gouvernement investit de l'argent pour nuire à notre marché nord-américain. » Mais prenons un exemple dans le sens inverse. Regardez simplement General Motors au Canada. Dites-moi combien d'argent ils ont pris pendant la crise financière. Ils ont pris 10 milliards de dollars du gouvernement canadien, et ils ne l'ont toujours pas remboursé. Donc si quelqu'un est subventionné, ce sont beaucoup de ces fabricants. Et je dois vous dire, encore une fois, si nous allons parler de la France a un avantage ici dans les nouveaux véhicules électriques. Avantage parce que la France a une industrie automobile qui est quand même assez grande. Ils ont par exemple beaucoup d'experts qui peuvent aider. Ce n'est pas simplement et uniquement une question de moteur. Ce n'est pas non plus seulement une question de batterie. C'est aussi une question sur l'esthétique d'une voiture. Comprendre ce que les gens veulent pour une voiture. Et j'aimerais juste pouvoir vous donner un exemple de ce qu'un jeune acheteur de voitures ici, en Chine, veut maintenant. Quand il regarde les voitures à essence, il les appelle de maintenant des voitures stupides. Et leurs voitures, il les appelle des voitures intelligentes. Donc on est dans une situation aujourd'hui où ils se disent, et ils ne disent pas ça pour être, comment dire, méchants, voilà. Ils vont juste se dire, oh bah, je ne veux pas de la voiture stupide, celle où on allume le truc et la radio s'allume. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est une voiture qui a des sièges en apesanteur, qui permet à mes vitres intérieures d'être teintées selon le bon type de spécification.
Je veux un son en Dolby Surround avec 24 haut-parleurs. Je veux 1400 km d'autonomie étendue. Je veux la technologie LiDAR pour que ma voiture puisse se garer toute seule. Quand je vais dans un centre commercial, je veux pouvoir appeler ma voiture pour qu'elle vienne me chercher de manière autonome devant le centre. Je veux que les sièges me massent. Je veux aussi un éclairage à bord spécialement pour mes amis. Je veux également un écran rabattable de 28 pouces pour que mes amis puissent se divertir à l'arrière. Et enfin, je veux que l'odeur de ma voiture soit parfaite. C'est ce qu'un Chinois de 20 ou 21 ans maintenant veut quand on parle d'acheteurs de voitures d'entrée de gamme. Donc maintenant, à moins de pouvoir maintenir ces normes, ce qui était l'un des plus grands marchés pour la France, pour l'Italie, pour les États-Unis et le Canada, etc., sur la question du marché chinois, ils ont perdu des parts de marché. Mais même si on est face à cette situation, je pense vraiment qu'il y a encore une chance pour nos pays d'en bénéficier. Et cela devra passer par de la collaboration. Une collaboration qui est possible parce qu'ils respectent vraiment beaucoup ces pays, surtout l'Europe en ce qui concerne l'automobile. Ils connaissent l'histoire de l'automobile en Amérique et également en Europe. Ils sont par exemple de grands fans de Formule 1. Ils adorent en regarder la Formule 1 le week-end. C'est l'un des marchés qui croît le plus. Et la Chine, encore une fois, est une grande fan de basketball. Ils adorent le football également. Même s'ils ne peuvent pas aligner certaines des meilleures équipes du monde sur les terrains et les compétitions, ou même au basket. Eh bien, je suppose qu'ils peuvent aussi. Mais quand il s'agit de football, par exemple, comme je l'ai dit, si la Chine ne peut pas réussir dans une affaire, elle y participera quand même, en fait. Et elle y participera soit en tant que spectateur, soit elle y participera. Donc c'est vraiment une opportunité gagnant-gagnant pour les pays occidentaux, au sens collectif, qui ont à peu près dit non nouvelle route de la soie, mais cette opportunité est là. Et je vous le dis, vous pouvez vous promener dans n'importe quel salon. D'ailleurs, juste pour informer vos spectateurs, il y a un très grand salon par exemple, organisé 2 fois par an parce qu'il est vraiment très grand. Il a lieu dans une ville appelée Guangzhou. Vous pouvez voir d'ailleurs ces vidéos sur ma chaîne. Il s'appelle le Salon de Canton. Et plus de 60 000 à 70 000 entreprises, locales mais certaines internationales également. Bref, vous avez donc une majorité d'entreprises chinoises sous un même toit pendant 3 ou 4 jours. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur billet d'avion que vous puissiez prendre. Descendez là-bas, parcourez les allées, vous pouvez voir ce qui sera sous le sapin de Noël dans les 3 ou 4 prochains mois à l'heure où nous enregistrons. Mais je veux dire, cela a lieu ici en octobre. Et vous pouvez voir beaucoup de ces choses. J'ai visité des milliers de stands. Toutes ces vidéos sont aussi sur ma chaîne. Et en plus, point intéressant, le salon est en grande partie gratuit pour y entrer. Je pense que vous payez un petit frais pour obtenir un badge d'acheteur. Et vous pouvez simplement vous promener et ils vous donneront le prix de ce que cela coûterait. Vous savez, à la quantité minimale de commandes. Et vous pourriez vous dire, attendez 1 minute, mais je peux faire des affaires ici en fait. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, absolument. Je ne peux que vraiment dire de suivre votre conseil, de dire donc à nos auditeurs de vraiment aller regarder Reporter Fai, Media and Travel, parce que les vidéos sont extrêmement bien produites, c'est très intéressant et en plus vous avez cet événement-là qui a été cité et qui va vraiment, je pense, vous émerveiller quoi. Alors non, je n'y suis jamais allé, mais je pense que les vidéos que j'ai vues m'ont quand même vraiment attiré sur une chose, c'est-à-dire sur les échelles de grandeur, à quel point c'est grand et aussi à quel point c'est propre. Parce que sur vos vidéos, on a des vidéos faites par des drones, on filme les rues, on filme les différents espaces, et ça, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment toujours choquant en fait de voir à quel point des villes qui sont aussi grandes en Chine puissent être aussi propres, ce qui est le total opposé de ce que l'on a maintenant, plus spécifiquement en France et tellement d'autres pays en Europe. Et je pense que les États-Unis sont en train de décliner de plus en plus sur ces points. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a choqué. Vous savez, si nous parlons de la partie sociale des gens ici, oui, on peut dire assez clairement qu'ils comptent sur le gouvernement et qu'il y a de la responsabilité. Retenez bien ça. Ce ne sont pas des sénateurs ou des membres du Congrès qui sont financés par des institutions ou encore des lobbyistes pour faire ce qu'on leur dit. Le système gouvernemental qu'il y a ici est vraiment très différent de ce que nous avons en Occident. En fait, c'est un système qui fonctionne sur un plan de 5 ans. Ils se réunissent chaque année. Et pour aller plus loin, vous avez donc le NPC, également le CPPCC, qui est essentiellement, pour le rappeler, ce que l'on appelle le parti. Maintenant, le parti est décomposé quand même de presque 110 millions de membres du Parti communiste. Et c'est quelque chose que les membres du parti gagnent, pour ainsi dire. Ils le gagnent, ou plutôt l'atteignent, soit par les études.
ou alors le gagnent par la bonne volonté, ou disons ce qu'ils ont fait pour la nation. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe, ou alors, vous savez, un événement majeur qui s'est produit, si c'est l'armée populaire de libération, ils peuvent aider. S'il y a un tremblement de terre, par exemple, ou quelque chose de majeur qui s'est produit. Quand il y a une pandémie aussi, ce sont peut-être des membres actuels du parti qui sont là en tant que bénévoles aussi. Faire don d'une partie de leur salaire, en somme, pour être là. Maintenant, quant à ce mot parti. Quand on parle du Parti communiste, les gens en Occident, quand ils entendent ça, ils disent « Oh, ouais bon, un parti communiste ». Comprenez-le bien, c'est l'un des pays les plus capitalistes que j'ai jamais visités. Comprenez bien que la Chine n'est pas fermée. Ce que je veux dire, c'est que, ce soir par exemple, imaginons si je voulais sortir, je pourrais facilement aller dans un hôtel 5 étoiles. Je pourrais même commander du champagne si je le voulais. Et bien sûr, ce sera du Moët et Chandon. C'est ici d'ailleurs que les Français en ont bénéficié, pour le commerce. Les Chinois connaissent bien ces marques. Nous nous promenions tout juste dans le centre commercial aujourd'hui. Nous avons évidemment vu Louis Vuitton. Du Louis Vuitton, Gucci, toutes ces grandes marques. Starbucks. Donc, ils sont ici, ce sont des consommateurs. Ils adorent acheter des produits. Oh, et je ne dois pas oublier de le dire, mais ils aiment aussi acheter des produits en ligne. Donc voilà, ce n'est vraiment pas une société qui est, comment dire, ce n'est pas la Corée du Nord en fait, voilà je veux dire. Nous avons cette représentation ou cette image, et je peux le voir, où les gens ont cette image de Big Brother qui les surveille ici. Mais en fait non. Comment allez-vous surveiller 1,4 milliard de personnes? Faites-le. Les gens peuvent sortir, ils peuvent aller dans des clubs de danse, peuvent aller dans des bars, ils peuvent fumer des cigarettes. Mais il y a une responsabilité, et cela vient des gens, des parents, des écoles. Encore une fois, personne ne va introduire un, appelons ça, oh, je ne sais même pas vraiment comment aborder cela dans notre conversation, mais pour essayer de le dire le plus simplement possible. Vous avez eu certaines écoles nord-américaines qui ont changé certains de leurs récits ou ce qu'elles ont enseigné aux enfants au cours des 10 voire 15 dernières années. Vous n'allez pas réussir cela ici en Chine. Oh non, 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 l'éducation est intouchable. En fait, pour expliquer simplement, vous n'allez pas pouvoir introduire, ici en Chine, un certain type de motivation ou d'idéologie aux étudiants et essayer ainsi de les perturber comme certains pays le font. Donc nous voyons une société qui se soucie réellement les uns des autres. Ils tiennent le gouvernement responsable. Ils le font. Ils ont une ligne directe. Et pour aller un peu plus loin, je ne sais pas si vos téléspectateurs en sont conscients, mais ils ont une ligne de communication directe ici dans la ville ainsi que dans tout le pays. Vous les contactez et vous recevrez un rappel concernant le problème dans, j'entends parfois, dans les 48 heures. Et un autre point. Pourquoi les villes sont donc si propres ici? C'est simplement parce que chaque municipalité a ses propres districts. Ces propres districts ont donc leur propre budget. Leur propre budget. Ils ont leur propre gestion des emplois et ils pensent que plus les rues sont propres, plus elles sont sûres. Comprenez bien, chers spectateurs. Pour eux, plus les rues sont propres et sûres pendant la journée. Mais pas seulement, la nuit aussi évidemment. Tout cela déclenche une sorte d'économie nocturne. Et la Chine croit que ce n'est pas seulement un pays qui ne dort jamais, c'est également l'argent qui ne dort jamais. Et c'est ce qu'ils croient ici. Donc voilà, je l'ai dit, c'est très capitaliste. C'est vrai, c'est fou. Oui, mais quand vous voyez ces villes la nuit, vous verrez tous les bâtiments ici. Vous pouvez le voir dans mes vidéos. Vous avez devant vous tous les bâtiments. Tous les gratte-ciel, la nuit, illuminent les passants. Et cela excite les gens. Juste à l'extérieur de ma fenêtre, ici, j'aimerais pouvoir vous montrer. Un pont ce soir menant à la silhouette de la ville. Il y aura probablement 10 000 personnes dessus, juste là pour profiter de la vie nocturne, se promenant en famille, achetant des glaces, mangeant de la nourriture chinoise et soutenant une économie nocturne, pas seulement celle de la journée. Vous savez, je pense que c'est vraiment très intéressant, surtout pour notre audience française, pardon, j'en suis certain. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, en France, on a de plus en plus de politiques qui se mettent en place, c'est-à-dire de éteindre les lumières des villes, les lumières dans les villes, durant la nuit, et pour la planète, pour le réchauffement climatique, etc. Et donc, comme il fait tout noir et qu'il n'y a absolument aucune lumière dans certaines rues, en centre-ville, et à l'intérieur même du centre de la ville, par exemple. Moi, je vivais à Bordeaux, dans le sud et dans le sud-ouest. Eh bien, dans ce centre où il y a les lumières qui ont pu être éteintes, on a eu une énorme explosion de la criminalité parce que les femmes qui se déplaçaient là-bas, qui voulaient rentrer chez elles, se retrouvaient dans le noir total, ou même des personnes qui rentraient de soirée, etc., et se faisaient malheureusement attaquer. Quelque chose que l'on voit euh,
de plus en plus. C'est-à-dire en fait ces écologistes qui ont pris le pouvoir dans tellement de villes en France et c'est une vision qui est vraiment opposée à ce que l'on a maintenant quand vous parlez en tout cas de la Chine et je trouve ça vraiment très intéressant jusqu'ici. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que l'éclairage ici, ils utilisent bon, la technologie, ils utilisent bon, des LED, ils utilisent des choses bon, qui consomment beaucoup moins d'énergie, d'accord? Donc c'est la première partie. L'autre, c'est que quand on parle de sécurité ici, on peut faire une comparaison. Et les systèmes de métro ici sont très sûrs. Ils fonctionnent jusqu'à tard dans la nuit, ils sont très protecteurs. Il y a de la sécurité tout le long, du début à la fin, d'accord? En fait, ici, il y a un mandat mis en place pour que les rues soient éclairées pour la sécurité lors des déplacements des gens. L'autre chose, c'est que, je vais vous dire, quand j'ai visité mon pays, le Canada, il y a quelques années, je sortais et j'entendais tout le monde dire « Allez, viens, on va prendre juste un verre. » Et puis hop, nous devons rentrer à la maison. Et j'ai dit « Wow, ok, c'est une super soirée. Bon, allons nous amuser. Je ne peux pas conduire. » Bon, ok, d'accord, je comprends qu'il y a des lois et des réglementations. Et puis ils ont dit eh bien, ici en Chine, prendre un taxi pour aller en ville, je dirais 8 kilomètres ou même 10 kilomètres, c'est environ 2 euros. Alors, pourquoi conduiriez-vous? Maintenant, le système est tel que vous soutenez cette économie nocturne là-bas. Les chauffeurs sont récompensés en ne facturant pas nécessairement 50 euros pour aller au centre-ville, mais ils préfèrent testo faire 20 ou 30 trajets et obtenir leur argent. C'est plutôt que d'essayer de conduire quelqu'un dans une zone peut-être dangereuse ou un endroit bizarre. Donc c'est, oui, comme tu dis, Raphaël, c'est complètement l'opposé. Et qu'en est-il de ce fameux mythe, cette fameuse légende qui apparemment servirait à prouver que la Chine, ou en tout cas plutôt les Chinois vivent en dictature, c'est-à-dire le système de crédit social? Car vous avez mentionné l'IA, la technologie, et si on se base selon les rapports des médias occidentaux, il semblerait que nous pouvons observer plutôt en fait finalement en Chine une transformation finale qui arriverait très bientôt, où l'IA pourrait observer, contrôler absolument tout le monde, et ce serait terminé pour la liberté des individus. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire sur ça? Je veux que tout le monde comprenne, je vis ici, d'accord? Je suis en Chine en ce moment. Je vis donc ici. Et on va dire que je suis dans une situation maintenant où les Chinois commencent à me poser des questions à ce sujet précisément. Ils viennent me voir et me disent par exemple « Alex, j'ai reçu un appel très étrange de mon ami en Alabama ou de mon ami à Naples, en Italie. » Et les deux me posent des questions à propos de ce crédit social. J'ai dit « Pardon, de quoi ?» Et là, mes amis chinois m'ont demandé il y a une nouvelle carte de crédit ici en Chine dont nous ne sommes pas au courant. Et je leur ai dit non, ils parlent du système de crédit social. Et là, ils me disent qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit eh bien, apparemment, vous avez un compte et si vous faites quelque chose de mal, par exemple, vous ne pourrez alors d'un coup pas prendre un train ou un avion. Et donc là, elle me dit d'accord, eh bien, laisse-moi y réfléchir. Voilà. Donc voici comment mon amie chinoise répondrait à cela. La Chine a ce que nous appelons une sortie de frontière où nous quittons le pays, nous voyons la patrouille frontalière, la douane à notre sortie, d'accord? Et nous les voyons entrer. Certains pays européens faisaient de cela. Je pense que dans les pays post-soviétiques, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, ils avaient les hommes l'habitude de faire cela. Eh bien, je dois vous le dire, ils s'en sont débarrassés maintenant. Ici, il y a une libre circulation des personnes. Mais bon, après, sortir signifie que si vous quittez le pays, oui, évidemment, vous verrez un contrôle des passeports. À la sortie pour les étrangers, mais également pour les Chinois. Maintenant, en Chine, imaginons, si vous avez un casier judiciaire, ou alors si vous avez un procès en cours, procès où vous devez par exemple des centaines de milliers de dollars à quelqu'un et que vous aviez une date de comparution, et que malgré tout vous ne vous êtes pas présenté au tribunal, ou alors si vous êtes un fugitif, alors oui, vous serez arrêté. Dans ce type de scénario, vous ne seriez alors pas autorisé à monter, par exemple, dans un avion pour vous rendre dans un pays étranger et devenir alors un fugitif. Maintenant, si c'est, elle a dit, si c'est cette chose-là, ce type de situation, qu'ils entendent donc par une note de crédit social, oui, nous l'avons. Si cela signifie par exemple que vous avez manqué des paiements sur votre carte de crédit, alors oui, c'est vrai, vous pourriez avoir une mauvaise cote de crédit, tout comme vous avez une mauvaise cote de crédit aux États-Unis et au Canada et en France, peu importe. Mais les scores de crédit social tels qu'on l'imagine, aucune idée. Après, franchement, je voudrais, comment dire, si quelqu'un peut me dire où cela se passe en fait, ce système de crédit social mentionné. Si c'est à Pékin ou dans une ville et qu'ils ont des sources, je les appellerai. J'appellerai alors immédiatement tous mes contacts dans les médias.
et j'irai ensuite voir ce prétendu système de crédit social, tel qu'imaginé par Kash Patel ici en Chine, et je le dévoilerai alors aux yeux de tous. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire aux spectateurs en Chine, regardez mes vidéos, j'ai plus de 250 vidéos. Vous le verrez immédiatement. Personne ne m'empêche, absolument nulle part, de publier du contenu. J'ai réalisé de nombreuses vidéos, même des documentaires sur la démocratie en Chine, en explorant les systèmes scolaires par exemple. Je suis allé dans les hôpitaux locaux que l'on a ici. Je suis même allé dans des entités gouvernementales, dans des banques, etc. C'est l'un des endroits les plus faciles à filmer. Et je pense que ce qui irrite beaucoup de gens sceptiques sur la Chine, c'est que vous voyez ces vidéos sur la Chine avec des gens qui disent « J'ai été choqué quand je suis allé à Pékin ». Ou bien même généralement « J'étais choqué quand je suis allé en Chine ». Et oui, vous avez raison. Ils sont choqués parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas comprendre comment des villes comme Shanghai, qui a encore une fois environ 30 millions d'habitants, puissent sembler si propres, se sentir si propres, et qui sont pourtant de grandes villes alors qu'on leur avait dit que c'était Pyongyang, en Corée du Nord. Donc, ouais, je ne sais pas, mais ouais. Question intéressante, le système social. Vous savez quoi? Si des spectateurs ont un contact qui sait où se trouve le siège, je serais plus qu'heureux d'y aller et de voir. Je pense que c'est une clarification importante de la situation parce que lorsque on regarde les réseaux sociaux, on peut voir de nombreuses vidéos fausses maintenant et ce n'est pas sur lesquelles on a du mal à avoir confiance finalement. Et ce n'est pas forcément à cause de l'intelligence artificielle, même si ça a une grande part à l'intérieur. Ce n'est pas simplement ça, c'est qu'on a simplement de fausses informations ou des enregistrements où on n'a absolument aucun contexte. Et on peut voir, je suis même obligé de le dire, il y a de nombreuses vidéos que j'ai pu voir et j'ai été obligé de demander à un ami à moi en Chine si c'était vrai parce que si on se base sur ces vidéos que nous pouvons voir qui font des millions de vues, et je pense d'ailleurs que la majorité de ces vues c'est en lien avec la population qui vit dans l'Ouest, si on agit dans la rue, on peut apparemment voir eh bien, notre crédit social, notre score en direct. Donc si vous jetez quelque chose, un déchet, si vous traversez mal la rue, etc., eh bien, votre score va baisser ou augmenter un petit peu et vous pouvez voir les avantages que vous gagnez ou les choses que vous perdez, les privilèges en fait. Ce sont des choses qu'on voit sur des vidéos qui ont l'air pour certaines en tout cas fausses, mais en tout cas je me demande si ce que l'on voit donc là sur ces réseaux, eh bien c'est vrai. Donc la clarification était importante. Merci. Alors, regardez, il y a deux choses auxquelles je veux répondre. Certaines de ces caméras capturent des gens. Maintenant, je pense que les Britanniques, le public, s'il y a une partie du public britannique ici, ils comprendront que certaines personnes, et si vous jetez des ordures par terre, la police locale vous donnera une amende. Cela arrive au Royaume-Uni. J'ai vu beaucoup de vidéos à ce sujet. Mais où vous voyez des vidéos de gens ici en Chine, et où, disons-le, vous vous souvenez, on les voit traverser la route sans attendre le feu, et là, leur image apparaît à l'écran. Alors oui, il faut le dire, parfois ces vidéos sont réelles, et parfois ils appellent ça carrément un mur de la honte, visible pendant quelques secondes. La raison pour laquelle la Chine a fait cela, ce n'est pas pour dire aux gens « voilà, on t'a eu, on va t'envoyer ça ». Mais peut-être qu'il y aura une amende à l'avenir pour cela, et cela passera par le biais de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Peut-être. Je peux par contre vous dire avec certitude que cela arrivera probablement dans les pays occidentaux. Mais bon, avant que l'intelligence artificielle ne soit là, je voyais qu'il y avait certaines caméras classiques qui surveillaient les gens et vous pouviez voir le panneau devant disant « Veuillez faire attention. Les voitures se traversent la rue, ne sautez pas les passages piétons. » Ok, maintenant, souvenez-vous bien de cette partie que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc maintenant. La raison pour laquelle ils installeraient ces caméras dans certains de ces grands carrefours était très simple. C'est parce que dans certaines de ces villes, il y a environ 15 ans, il n'y avait tout simplement même pas de voitures, d'accord? Maintenant, nous voyons certaines de ces mégapoles avoir des centaines de voitures. Quand le gouvernement a commencé à voir que les gens ne regardaient pas à droite et à gauche en traversant la rue et se faisaient renverser par des voitures, ils ont dû faire quelque chose à ce sujet. Alors, ils ont installé ces grands écrans et ont dit dis à cette personne » ou « Tu es là, tu ne veux pas être là, arrête, regarde des deux côtés, ne traverse pas le passage piéton. » Parce que les gens ne savaient même pas comment évaluer la vitesse des voitures. Tu y étais habitué. Je veux dire, c'est un sport en France. Je veux dire, à Paris, si vous voulez traverser la rue, ou même au Vietnam, je veux dire, vous pouvez voir que traverser la rue est un défi. Mais oui, certains de ces dispositifs ont été conçus pour la sécurité, pour alerter le public que, vous savez, si vous traversez un passage piéton avec un enfant de 2 ans, c'est dans votre intérêt de ne pas vous faire renverser par une voiture. Mais oui, une partie de cette technologie a été utilisée. J'ai également entendu dire qu'il y a potentiellement des systèmes en place
pour que les personnes qui enfreignent peut-être ces types de règles puissent être averties par SMS. À ce jour, avec ce système, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu une amende. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si des étrangers ont eu des amendes, ou qui que ce soit d'autre. Mais par contre, l'implantation de ce système ne serait peut-être pas une mauvaise idée à l'avenir, car il faut se rappeler quand même que si nous ne violons pas la loi et que nous ne faisons rien d'illégal, alors nous ne devrions vraiment pas avoir à nous en inquiéter. Et si nous sommes inquiets que, vous savez, l'IA soit utilisée de cette manière, je ne pense pas que nous pourrons l'arrêter nulle part dans le monde. Quand ces systèmes policiers et qui aiment gagner de l'argent sur les excès de vitesse. Les radars existent depuis des années. Je ne sais pas s'ils les utilisent encore beaucoup en France. Utilisent-ils encore des radars en France? Prennent-ils toujours en photo les plaques d'immatriculation des gens? Et laissez-moi deviner. Puisqu'ils font partie de l'Union européenne, on est probablement dans une situation où toutes les plaques sur les voitures partagent peut-être des informations à travers toute l'Union européenne pour donner des amendes aux gens à payer. Je dis ça, on ne sait jamais. C'était vraiment très intéressant et je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette interview. En tout cas, c'était vraiment fascinant et merci beaucoup encore une fois d'être là et pour ces réponses. Donc là, je vais pas vous poser une question à propos du mythe, mais plutôt la mauvaise conception que l'on a, je pense, en Occident. C'est-à-dire, on a pu parler du système de crédit social qui n'était pas vraiment tel que certaines personnes en Occident peuvent le penser, mais j'aimerais que l'on puisse plutôt parler de la population et des Chinois en eux-mêmes, comment ils vivent collectivement, comment est-ce qu'ils coopèrent ensemble, et les différences entre les civilisations que l'on a entre l'Ouest et la Chine. Laissez-moi m'expliquer rapidement. Il semblerait qu'en Occident, on a une individualité qui est très forte. On n'est pas, mais je veux dire, on est vraiment focalisé sur la liberté individuelle. Et on déteste tout ce qui correspond à des lois restrictives, des lois liberticides, etc. Parce qu'on connaît l'histoire de l'Europe et l'histoire même de l'Occident en général. Donc on a besoin de cette liberté. Et si on ne respecte pas cette liberté, et on n'aime pas vraiment respecter la loi, d'autant plus lorsqu'elle est inique, je voulais dire, pardon. Et lorsque l'on vit au Japon, moi j'étais au Japon par exemple, j'ai pu découvrir en fait que les Japonais, c'était assez étrange, ça fait même bizarre de devoir le généraliser comme ça, mais il m'a vraiment semblé que ces gens-là, qu'il n'était pas possible en fait de pouvoir rencontrer un individu qui pourrait vous dire ce qu'il pensait vraiment personnellement sur la politique, etc. Un peu comme un Français qui aime bien débattre en fait. Donc, qui voulait juste avoir une vie calme, qui était content de suivre les règles, même si la société est compliquée. Hein. C'est pas parce que c'est un esclave d'une dictature, mais parce que ça semblait plus naturel pour lui de juste coopérer et de ne pas agir un peu comme un homme, comme un latin, quelqu'un près de la Méditerranée, qui se plaint tout le temps, qui aime tout le temps débattre, qui n'aime pas suivre les règles, etc. Et je suis vraiment sérieux sur ça. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer au Japon. Donc peut-être qu'il y a des différences également avec la Chine. Quelle question merveilleuse. Je dirais que c'est vraiment une question très profonde. Tout d'abord, le peuple chinois, il a effectivement une voix. Laissez-moi alors vous donner ici un exemple. On pourrait dire par exemple que c'est une sorte de nation fermée. Et pourtant, ce sont aujourd'hui les plus grands voyageurs en termes de nation. Enfin non, désolé. Dans le monde, je veux dire. Vous avez plus de Chinois qui voyagent que dans d'autres pays globalement. Des centaines de millions de Chinois voyagent, à l'approche de leur grande fête nationale. Ils voyagent absolument partout. Par contre, maintenant, ils n'atterrissent pas dans les pays en disant « je dois aller sur Google, je dois voir de quoi parle l'Occident ». Mettez-moi rapidement sur les réseaux sociaux nord-américains, car j'ai été privé en Chine de cela. En fait, ils ont leurs propres réseaux sociaux ici. Regardez par exemple d'où vient la plateforme TikTok, si ce n'est pas l'une des plus grandes opportunités pour montrer votre individualité. C'est donc ici. Une application qui est là pour vous permettre de montrer votre talent, et ce, à tout le monde. Plateforme pour être positivement approuvée, ou même pour être tout simplement acclamée. Ce sont là des applications qui ont été initialement inventées ici en Chine. Des plateformes inventées afin de pouvoir offrir la possibilité de donner aux Chinois, jeunes comme plus vieux, l'opportunité d'exprimer ce qu'ils veulent, leurs opinions. Et ils le font. Oh que oui, ils le font. Mais après, vous voyez, à l'intérieur de l'Occident, quand nous réfléchissons à ça et que nous nous disons « nous voulons être libres », en fait, cela signifie maintenant, en vérité, que nous voulons être libres d'être un imbécile, on va dire. Imbécile libre. Libre d'être une personne qui peut insulter quelqu'un, n'importe qui.
Ou alors dire, regardez-moi, je peux dire quelque chose de mal sur le président et il ne m'arrivera rien. Le président dans ce pays, la Chine, est vraiment respecté. Alors face à cette situation, que nous, en tant qu'Occidentaux, voulions l'accepter ou non, cela ne nous regarde absolument pas finalement. Car ces gens ont observé un véritable miracle se produire en 30 ans ici. La Chine n'est plus un pays à genoux, mendiant des prêts, comme par exemple face au FMI. Comprenons que ce pays fait aujourd'hui une véritable différence à l'échelle mondiale. Et il est en tête et ils ont leurs opinions. Ils peuvent voyager où ils veulent. Maintenant, posons-nous la question directement. Parle-t-il ouvertement du gouvernement? Je dirais probablement que non. Après, ont-ils peur de cela? Non. Comme je l'ai dit avant, de quoi vont-ils se plaindre au sein de leur pays? Vont-ils dire « Oh mince, nous venons d'avoir une nouvelle gare de 1,5 milliard de dollars qui vient d'ouvrir » ou alors dire « Oh, j'aime vraiment aller dans ma ville jumelle Chengdu qui est à 400 km en voiture, mais je peux prendre un train à grande vitesse, 110 trajets par jour, et tout ça pour à peine 12 dollars. 12 dollars. D'accord, on ne peut pas se plaindre de ça. Personne ne se fait voler. On ne peut pas se plaindre de ça. Le système fiscal est très très bas ici. Le système hospitalier est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout le monde a un médecin. Et la plupart des institutions ici peinent pour un bilan de santé annuel, pour un certificat de bonne santé de leurs employés. Les autoroutes également sont absolument incroyables. 60 000 km de voies ferrées à grande vitesse. Vous avez des ponts qui s'ouvrent chaque jour, des infrastructures, de nouveaux aéroports, de nouvelles gares, de nouvelles autoroutes, nouveaux bâtiments, tout est nouveau. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils s'asseoir là et créer une sorte de théâtre à propos d'un gouvernement? Écoute, la façon dont les Chinois le voient, vraiment. Tu sais, Raphaël, pour te le dire probablement de la manière la plus simple, pour eux, le gouvernement, c'est « Allez les gars, allez vous occuper des gros problèmes, allez vous occuper de l'infrastructure, allez vous occuper de la communauté internationale. Nous voulons juste nous amuser. Nous voulons boire nos bubble teas. Nous voulons aller au KTV, par exemple. Nous voulons nous asseoir autour d'une table avec plein de gens. Et non. Nous, en fait, ne voulons pas infliger de mal. Infliger de la douleur et aussi pouvoir voir des gens se faire voler. Et ce serait absolument terrifiant de voir quelque chose comme ça arriver. Alors, sont-ils individuels? Peut-être qu'ils sont individuels à leur manière, peut-être pas à la manière occidentale, où nous voulons être bruyants et découverts. Ils le font en ligne. Pas de problème. Oui, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et je pense que c'est très important d'avoir cette perspective, parce que nous sommes en train de parler d'un monde dans lequel on ne vit pas et auquel on fait face, sur lequel on reçoit énormément de propagande, ou en tout cas pas assez d'informations. Donc encore une fois, je vais le dire, n'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne d'Alex, de Reporterfy, Media and Travel. Je voudrais terminer cette interview sur un sujet plus géopolitique, si ça ne vous dérange pas, parce que on a maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a également des conflits qui ont eu lieu entre Israël et la Palestine. Nous avons énormément de tensions à travers l'Europe et en Occident. Et on sait que la Chine essaye de promouvoir la paix. Ils ont essayé de terminer la guerre, notamment en Ukraine, de pouvoir proposer différentes solutions et même un plan pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Et Trump a échoué sur l'accélération des négociations. Et maintenant, on voit l'OTAN qui essaye de renforcer son narratif de guerre, c'est-à-dire que la Russie serait une menace existentielle, qui souhaite envahir l'Ouest, etc. Ce que je pense qui est totalement fou et faux. Mais bref, on a maintenant une organisation en Europe qui améliore ses infrastructures, qui essaye d'améliorer son armée, etc., d'avoir une plus grande armée, plus de fonds pour ça. Quelle est la position de la Chine à ce sujet? Et peut-être également, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la population chinoise, l'avis de la population chinoise quant à ces sujets-là? Comment est-ce que la Chine voit l'évolution du monde? Est-ce qu'ils voient l'Occident comme une bombe ou quelque chose qui peut se régler par la paix? Et quand je dis une bombe qui serait une sorte de bombe à retardement, une bombe qui pourrait exploser, en fait. Bon, alors il y a un mot-clé ici en Chine à retenir. Diplomatie, 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 et encore, diplomatie. La Chine n'est pas là pour une réaction instantanée, une solution instantanée, mais elle sera présente. Et quand ce conflit sera totalement terminé, ils seront là pour construire, reconstruire, et évidemment.
Bien sûr qu'ils le feront, car ils sont l'un des plus grands pays au monde, pays qui veut aider les autres pays à construire en dehors de leur propre territoire. Donc voilà tout. Ce qu'il faut dire d'une manière claire, c'est que la Chine sait qu'elle sera nécessaire pour aider à reconstruire ces deux pays, ces deux situations ou tempêtes géopolitiques qui se produisent aujourd'hui. Mais je peux vous dire en tout cas que si la Chine n'était pas là pour maintenir ses économies en marche, et attention, ne me dites pas que l'Ukraine n'importe pas de produits chinois. Bien sûr qu'elle le fait elle aussi. Je peux en identifier certains déjà à l'écran et ce qu'ils utilisent dans leur guerre. Mais aussi, vous savez, on pourrait se dire, eh bien les Russes, eux, ont les Chinois, donc vous savez, ce n'est pas bien, etc. Mais disons-le, si les Chinois soutenaient vraiment la Russie, cette guerre serait terminée depuis 3 ans, d'accord? S'ils les soutenaient vraiment de la manière dont ils le font, je veux dire. Alors maintenant, vous avez l'OTAN qui soutient Cham. L'Ukraine, et ce de manière assez active, et d'une manière active pour un montant qui, je dirais, se dirige aujourd'hui vers 1 trillion américain. Alors maintenant, quand il s'agit du sujet de la Chine voulant la paix, oui, bien sûr que la Chine veut la paix. Les Chinois, ils aiment aujourd'hui vivre dans la prospérité. Ils ont quand même, il ne faut pas l'oublier, eu des années d'humiliation et de guerre. Guerres auxquelles ils ne veulent jamais revenir, à cette époque. Mais comment vont-ils sortir de ce pétrin? Ils ne sont pas stupides. Vous savez, vous pouviez voir certains des ambassadeurs qui ont assisté aux dernières discussions de l'ONU avec Israël-Gaza. Et là, allez donc écouter simplement certains de ces porte-paroles du ministère de la Défense ici en Chine, ou encore les responsables de la culture et du tourisme qui vont à ces missions aux Nations Unies. Ils ne sont pas facilement dupés, c'est certain, mais ils comprennent que s'ils sont entraînés dans ce conflit, cela pourrait rendre les choses absolument catastrophiques. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi l'Occident n'a-t-il pas trouvé de solution? Hein? Franchement, bonne chance pour intimider un pays comme la Russie, qui si elle le voulait, et si elle est acculée, et d'ailleurs. Cela devrait normalement être un signal d'alarme majeur pour l'OTAN. Il faut d'ailleurs vraiment le dire à l'OTAN, vous ne devez pas acculer ce pays, la Russie. Vous ne devez pas essayer de l'acculer, car ils ont à leur disposition suffisamment d'artillerie nucléaire pour détruire le monde, probablement quelque chose comme 100 fois. Et le pire, c'est que nous savons que non. Il faut arrêter de dire aux gens que la Russie va s'effondrer, dire que la Russie est en lambeaux, répéter que leur économie est dans un mauvais état. D'ailleurs, peut-être que c'est pour cela que la Chine est là pour soutenir, parce que si vous mettez l'économie russe en lambeaux, alors vous mettez la Russie dans une situation très très désespérée. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder les livres d'histoire ici. Il y avait des accords provisoires en 2014-15, ils s'appellent les accords de Minsk I, Minsk II. Allez les lire. Absolument. Si vous ne l'avez pas fait. Ils sont disponibles sur Internet. Vous verrez clairement, très clairement dans ces documents que le gouvernement ukrainien a admis qu'à l'époque oui, ils ont tiré sur leur propre population. Ils ont coupé l'eau. Ils ont coupé l'électricité. Ils ont détruit les aéroports et ils ont coupé le système de pension et bancaire. Ils ont dit cela dans l'accord de Minsk I, Minsk II, et ils donneraient aux gens l'autonomie. Eh bien, in fine, nous avons vu ce qui se passe maintenant lorsque l'Occident collectif s'organise et s'y engage, ainsi que le complexe militaro-industriel qui décide de fabriquer ces grandes bombes et cette grande artillerie qui sont utilisées aujourd'hui. Il prolonge le conflit aujourd'hui. Et la situation est simple. La Chine ne veut rien avoir à faire avec ça. Et c'est donc pourquoi vous avez vu le 3 septembre, la Chine montrer ce qu'elle avait de son côté, et si quelqu'un peut faire le lien, il comprendra que cette guerre serait aujourd'hui déjà terminée si la Chine fournissait vraiment la Russie en ressources. Mais nous n'en sommes pas encore là, heureusement. Et j'espère sincèrement que nous n'emprunterons pas cette voie. Sur le plan géopolitique, la Chine est située en arrière-plan. Elle est là, essayant de, vous savez, équilibrer au mieux ces deux puissances ici. Et vous voyez même Trump qui commence maintenant à s'éloigner de ces tarifs prolongés, tarifs sur le pétrole, et il le fait très poliment pour dire aux Européens « D'accord, si vous faites ceci, 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 et cela, alors nous interviendrons. » Et les Européens ne peuvent pas faire le faire. Donc j'espère encore une fois que nous allons arriver à une fin ici avec un peu de paix. On a quand même tellement d'argent qui a été gaspillé, de l'argent qui vient des contribuables européens. Cet argent aurait été bien mieux dépensé en le réinvestissant dans la sécurité et les économies des pays de l'Occident collectif. Et je suis presque sûr que la France, ou plutôt les Français, qu'ils aimeraient probablement voir moins d'argent, c'est-à-dire moins de leur argent, être envoyé là-bas, on ne sait où, dans un vide sans aucune responsabilité. Et puis, vous savez, voir qu'un pays comme la Russie n'a même pas eu affronté l'OTAN,
Et cette organisation de l'Occident a été quand même pratiquement vidée de tous ses actifs au cours des 4 dernières années. Donc je ne sais même pas à quel point l'OTAN serait efficace aujourd'hui finalement. Parce que, avec la coalition des volontaires, ils sont arrivés à une situation où ils ont à peu près dépensé tout ce qu'ils pouvaient. Et nous entrons dans une guerre froide. Oui, malheureusement. Et au sujet de la diplomatie entre Taïwan et la Chine, est-ce qu'on peut parler de diplomatie et de paix, ou alors est-ce qu'ils sont en train d'essayer de conquérir, s'ils utilisent la rhétorique de l'Ouest, est-ce qu'ils sont en train d'essayer de conquérir Taïwan? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire exactement à Taïwan? Et depuis qu'on a eu une grande démonstration de pouvoir, de puissance militaire lors du défilé en 2025, et je suis sûr qu'on aura la même chose pour 2026, est-ce que les choses vont s'accélérer? Qu'est-ce qui peut se passer à Taïwan? Tout d'abord, hier soir, à l'heure où on enregistre, un accord militaire de 400 millions de dollars a été bloqué par l'administration Trump. Donc nous avons vu un bon geste de Trump, comprenant que Taïwan fait partie de la Chine. Et ce n'est pas uniquement moi qui le dis, il vous suffit de regarder les Nations Unies. Est-ce que Taïwan possède un siège là-bas? Non, il n'en a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pays. Maintenant, cela a été convenu par pratiquement tous les pays siégeant aux Nations Unies aujourd'hui. Aussi, un document de communiqué avec le gouvernement américain, avec à l'époque l'administration Carter, qui a signé ce document du communiqué de Shanghai. Et ce, officiellement, je le rappelle. Vous pouvez vérifier si vous voulez, allez voir. Donc alors, il y aura quoi? Eh bien, il y aura une seule Chine et Taïwan fait partie de la Chine. Maintenant, il faut vraiment m'expliquer pourquoi diable les Américains viennent-ils armer une province de la Chine? Pourquoi? Il faut m'expliquer ça. Et puis, soyons honnêtes, je ne pense pas que l'armée chinoise serait la bienvenue pour faire une chose similaire. Je ne sais pas. Prenons un exemple. Disons Hawaï, par exemple. Donc, la Chine vient pour armer Hawaï avec quelques fusées militaires et qui pourraient alors atteindre les côtes occidentales des États-Unis. Imaginez ça, la côte des États-Unis. Ou alors en croisant une partie de la marine chinoise juste au large de Newport Beach en Californie. Ce serait tout simplement de la folie pure. Mais c'est ce qui se passe donc actuellement en mer de Chine méridionale et aussi avec Taïwan. Une situation tendue où nous voyons les Américains faire flotter leurs bateaux ou encore fournir de l'artillerie. Et ils avaient pourtant signé cet accord de communiqué qui disait « Nous n'armerons pas Taïwan ». Et pourtant, ils le font. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, ils essaient de provoquer la Chine, potentiellement dans un conflit. Lindsey Graham, vous savez, le faucon de guerre, adore vendre, vous savez, du matériel militaire. Il monte donc sur ses grands chevaux, nous fait le spectacle, et puis il revient. Ensuite, cette même personne pense qu'il a célébré une vente majeure, excellente, positive, aux Taïwanais. Écoutez, je vais être honnête avec vous. La Chine se rallumera avec Taïwan. Ils disent au peuple chinois, nous sommes frères et sœurs. Même si on en est là avec le fait que la propagande occidentale vous ait influencé et dise « Oh, Taïwan va être conquis par la Chine ». C'est tout simplement déjà une partie de la Chine. La Chine ne le voit pas comme ça. Maintenant, en termes d'intégration, en le rapprochant, regardez la tolérance que le gouvernement chinois a adoptée ici. Regardez ce qui s'est passé quand Hong Kong, où tout le monde, oh, Hong Kong, terrible, désolé, Hong Kong est rendu à la Chine et cela va être catastrophique. Et pourtant, c'est aujourd'hui devenu l'un des plus grands pays et entreprises d'institutions financières incorporés sous l'accord lorsqu'il a été remis du Royaume-Uni à la Chine. C'est maintenant appelé une RAS, Région administrative spéciale. Et donc, ils permettent une transition de 50 ans. Hong Kong fait partie de la Chine et nous le regardons. Pareil pour Macao. Vous voyez Macao? Macao aussi qui a été remis. Maintenant pour Hong Kong, c'était en 1997. Et dites-moi, que s'est-il passé depuis 1997? Bon, d'accord, nous avons eu un incident majeur il y a quelques années et ils l'ont géré, mais Hong Kong l'a géré. Vous aviez les Chinois sur place, ou plutôt l'armée populaire de libération qui avait 19 postes dans la région administrative spéciale à Hong Kong et ne sont jamais sortis. Ils n'ont même pas fait intervenir l'armée, la police locale. Donc maintenant, en ce qui concerne la souveraineté, ou plutôt la question de Taïwan, ici c'est quand même très clair, ça fait partie de la Chine. Ça fera toujours partie de la Chine, et quand je vois qu'on utilise ce mot « prendre le contrôle », ça ne se calcule même pas vraiment. Donc personne, je veux dire, il suffit de connaître votre histoire, les gars. Je veux dire, vous avez des gens qui sont là et décident de l'appeler un pays.
et qui finalement essaient juste d'antagoniser, ou plutôt ils essaient de les séparer, on va dire. Réfléchissez-y pourtant un instant. Et ça, c'est ce qui est vraiment extraordinaire avec la Chine. Vous avez le continent où je suis, on va l'appeler le continent. Donc il y a ce continent où je suis, et puis vous avez ce que j'ai nommé tout à l'heure, les RAS, d'accord? Les régions administratives spéciales. Donc maintenant, avec ces systèmes, ils ont permis à Hong Kong de pouvoir gérer Hong Kong à peu près comme ils le souhaitent. Et ils l'ont géré d'une manière spécifique, presque comme les Bermudes et comme les Bahamas également. Ou un système fiscal exceptionnel pour les pays étrangers. Je pense qu'ils sont, ou les entreprises étrangères, je pense qu'il y a environ 19 000 entreprises étrangères enregistrées là-bas bénéficiant d'un impôt sur le revenu des sociétés presque nul. Donc vous avez là-bas essentiellement ce que l'on appelle un paradis fiscal. Paradis fiscal qui est relié au plus grand pays du monde, et vous pouvez traverser vers Macao, qui génère quand même, il faut le savoir, 3 fois les revenus du jeu du Nevada. Donc maintenant, vous avez le jeu à comprendre comme les paris. En Chine, vous avez aussi un paradis fiscal en Chine, et puis vous avez la Chine continentale. Comment? C'est incroyable. C'est tellement... Honnêtement, je n'arrive vraiment pas à comprendre comment les gens ne cernent pas ça, c'est-à-dire être dans une situation telle que vous n'avez juste pas de gens qui ne cessent qu'au de crier pour... Je veux dire, ce sont seulement les Occidentaux qui crient vraiment pour cela. Je ne sais pas, on va dire, leur version de l'indépendance et de la liberté, je suppose. Mais Hong Kong était très content de ça, et la dernière fois que j'y étais, vous avez de plus en plus de Hongkongais qui viennent maintenant sur le continent parce qu'ils apprécient les prix et c'est facile. Alors, Oui, absolument, et merci. Donc, je vais arriver vers mes dernières questions, parce qu'on approche petit à petit de la fin. Donc, voilà, des questions rapides et plus personnelles. Donc, ma dernière question concernait le sujet des Chinois en eux-mêmes. On parle de plus en plus de Xi Jinping, donc le dirigeant chinois, et également donc pour Vladimir Poutine, on entend un peu les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils dirigent leur pays et que ce sont voilà, les seuls à diriger leur pays depuis un bon moment, et que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à diriger leur pays d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui ils ont réussi, donc avec tout ce temps, de créer toute une équipe pour pouvoir continuer à suivre leur propre vision pour le pays. C'est un problème que l'on peut voir en Occident, c'est-à-dire que lorsqu'on a quelqu'un qui est élu, peut-être que c'est trop court, peut-être que c'est difficile de pouvoir appliquer un agenda quand on a aussi peu de temps pour pouvoir gérer le pouvoir. Donc, beaucoup de personnes, la majorité du temps, ont peur ou semblent effrayées sur l'après d'un tel leader. C'est un peu comme si aujourd'hui Vladimir Poutine disparaissait. Qui serait en charge? Est-ce que ce serait quelqu'un de plus agressif, etc. Est-ce que ça pourrait donc faire tomber la Chine ou la Russie? C'est les questions qu'on se pose. Donc on a énormément de questions. Donc qui serait celui qui pourrait, d'une certaine manière, assez compétent pour être comme Xi Jinping? Alors est-ce que vous pensez que la Chine pourrait faire face à une énorme crise si Xi Jinping disparaissait? alors non seulement Xi est une figure politique ici, pour commencer, mais il représente également la vision de la Chine en tant que visionnaire. Prendre ses idées. Est-ce que vous pouvez vraiment vous imaginer vous réveiller avec la responsabilité de plus d'1,4 milliard de personnes demain matin? Et cela, en soi, à savoir assumer une telle responsabilité. Je ne pense pas que quelqu'un prendrait ce travail, à moins de penser qu'il pourrait faire une différence pour une nation. Une différence est également réussir à comprendre la nation. Mais rappelez-vous, nous parlons ici du parti, et le mandat du parti c'est le suivant, toujours de servir le peuple. Et je dis tout ça pour quiconque peut comprendre, malgré le point de vue occidental. Car oui, en Occident, j'insiste sur ce point, nous avons nos propres visions qui diffèrent de la Chine. Mais j'ai quand même l'impression que nous sommes parfois très déçus par les gouvernements. Mais vous avez dans ce cas-là, en Chine, un parti qui a, la dernière fois que j'ai pu calculer, probablement environ 110 millions de membres. Maintenant, pour analyser un peu. Il faut savoir que parmi ces membres du parti, certains sont mariés, certains ont des frères, des sœurs, certains ont des tantes, des oncles, des cousins ou encore des grands-parents, etc. Donc, d'une certaine manière, le parti est le pays dans le sens d'incarner. Et à l'intérieur, tout le monde a une voix.
Et s'ils ne sont pas membres du parti, ils connaissent probablement un membre du parti, ou sont mariés à un membre, ou leur frère est membre, ou leur sœur est membre du parti. Tout est connecté. Et c'est donc pourquoi je pense que cette nation réussit. C'est donc pourquoi cette nation sait comment faire et a tout simplement réussi, à traverser les moments difficiles ainsi que les différentes luttes. Alors après, pour combien de temps Xi restera-t-il au pouvoir? Qui deviendra le successeur? Toutes ces questions dépendent du peuple directement. Et c'est bien le peuple qui décidera, c'est donc la raison pour laquelle il n'y a pas ce sentiment de « Oh mon Dieu », qui va bien pouvoir prendre la relève. Qui sera donc à cette place? C'est le peuple qui décidera. Et quand vous avez une nation qui, vous savez, contient plus de 110 millions de membres du parti, ces mêmes membres qui comprennent la vision, celle qui consiste à servir le peuple, ils savent alors tous que, peu importe qui sera la prochaine personne choisie, et nous espérons bien sûr que ce type de situation n'arrivera pas avant longtemps, mais c'est simple, la confiance est là. Celle qui croit à ce que beaucoup de personnes seront capables de se lever et de comprendre et enfin de maintenir la vision de la Chine. On ne parle donc pas seulement de celle de Xi. Cette vision est à comprendre comme celle du peuple sur l'endroit où il veut aller. Et ils ont une voix, encore une fois. Et si les pays de l'Occident collectif ne peuvent pas saisir tout ça, s'ils n'arrivent pas, je veux, à saisir et comprendre cela, c'est-à-dire qu'ils sont tellement fixés sur ce logiciel qui est composé, vous savez, de la gauche, des démocrates, des républicains au Canada, nous avons le nouveau parti démocratique, les progressistes conservateurs, les libéraux, etc. La France a ses propres partis politiques, vous savez, extrême gauche, droite, centre, centre droit, centre gauche. Donc quand nous parlons de la Chine, nous parlons donc d'une nation qui est collectivement unie, une nation qui n'est pas brisée et fracturée comme tant d'autres aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voyons des choses si horribles se produire aux États-Unis que nous souhaitons ne jamais revoir. Mais malheureusement, elles se produisent et elles ne peuvent se produire que dans une nation qui est divisée. Donc pour ce qui est de la peur de l'avenir, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour la Chine, parce que ce pays est uni, peu importe qui est aux commandes. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, question rapide, vraiment très rapide. Comme vous vivez en Chine depuis plus de 5 ans maintenant et que vous avez beaucoup d'expérience, et quel a été pour vous, basé sur tout ce qu'on a pu dire, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir énormément donc, voilà, de mythes, de propagande, de mauvaises conceptions d'un pays, quel a été pour vous le plus grand mensonge, le pire mensonge envers la Chine qui s'est répandu à travers l'Occident? Contrôler. Ce n'est pas contrôlé. Intéressant, merci pour la réponse. Quelle est votre plus grande déception, étant donné que vous vivez maintenant en Chine? C'est une question difficile. La plus grande déception. Je dirais que ce serait de ne pas l'avoir découvert plus tôt, de ne pas être venu ici plus tôt. Ok, donc, et la dernière serait, étant donné que vous vivez là depuis 5 ans et que vous avez vécu aussi dans d'autres pays, initialement vous êtes donc canadien, est-ce que vous pensez que vous allez rester pour toujours en Chine ou est-ce que vous imaginez que vous pourriez peut-être revenir vivre au Canada? Bien sûr, visiter le Canada est quelque chose... J'ai de la famille là-bas. Mais bon après, pour tout vous dire, si j'arrive à avoir un plan sur 5 ans ici, je ne vais nulle part. Pourquoi est-ce que je ferais cela? Pourquoi est-ce que je déciderais de me mettre en danger? Alors oui, bien sûr, je pourrais dire que certaines vacances à la plage sont agréables, mais franchement, avec ce que je vois, et peut-être, je veux dire, je regarde aussi peut-être trop de propagande. Je ne sais pas. Comment vous dire? Pour ma vision concernant l'Europe, je crois aux informations qui sont diffusées. Maintenant, je pourrais me tromper, mais honnêtement, je ne regarde pas les médias occidentaux, ou ce qu'on appelle les médias traditionnels, pour m'informer. Je veux dire, je regarde plutôt des émissions comme la vôtre. Et puis également, je suis entouré de créateurs de contenu ou de journalistes indépendants comme Patrick Lancaster. Je me tourne plutôt vers la communauté YouTube pour les informations, on va dire, et je me tourne aussi vers la communauté qui est sur Twitter pour obtenir mes sources. Et je vais vous dire, j'ai des personnes qui viennent dans mon émission qui, vous savez, ont soit été bloquées, ou alors bannies, ou qui ne sont pas autorisées dans les médias parce qu'elles refusent de suivre le récit médiatique.
Et toutes ces personnes-là, elles sont également présentes sur des plateformes chinoises, et non pas seulement sur des plateformes occidentales. Il faut savoir que les plateformes chinoises permettent à ces personnes de s'exprimer. Alors du coup, qui attaque et où la liberté d'expression est-elle attaquée? Donc la chose est la suivante. Si nous ne suivons pas certains récits sur certaines plateformes, notre voix ne peut alors pas être entendue, ou nous pouvons nous retrouver à être déréférencés sur ces chaînes. Mais ici en Chine, c'est complètement ouvert. Donc, à la fin de la journée, pour m'exprimer ainsi, je ressens vraiment je veux dire, que pour moi, si je souhaite faire le travail que je veux faire et ainsi diffuser le message, je peux faire toutes ces choses ici et je ne me vois pas du tout déménager ailleurs. Et je pense que ça concerne également d'autres points. Cela revient plusieurs fois sur la table. Vous savez, vous avez mentionné tout à l'heure la sûreté et la sécurité. Eh bien, toutes ces choses deviennent plus importantes pour nous à mesure que nous vieillissons un peu. Je parle de points comme quand il s'agit, vous savez, de vouloir avoir un hôpital qui vous accepterait si quelque chose arrivait, de vouloir pouvoir aller chercher des courses, et ce, en toute sécurité, et les ramener à la maison tranquillement. Je sais que cela ne déclenchera peut-être pas l'esprit des jeunes, mais croyez-moi, je suis convaincu qu'il y aura un jour où les pays occidentaux se réveilleront, vraiment je l'espère, et diront « nous devons faire un grand changement ». Et j'espère sur le plan politique, et en écoutant des programmes comme le vôtre, que nous pouvons influencer les gens, qu'il y a une autre façon d'aborder tous ces sujets. Et ça s'appelle le dialogue, les discussions, comme nous l'avons fait au cours des dernières heures. Oui, et j'ai personnellement totalement adoré. J'aimais chaque minute. Merci. Et donc, parce que nous avons une audience française, donc je suis sûr que vous allez me dire que ce serait une bonne destination, c'est-à-dire de venir visiter, voire même venir vivre en Chine. Mais pourquoi est-ce que ce serait vraiment important pour un Français de penser à essayer de venir découvrir vraiment sur le terrain la Chine? Et également, comment est-ce qu'un Chinois pourrait percevoir, en tout cas, quelle serait l'opinion qu'ils auraient d'un Français si un Français décidait de venir en Chine? Je sais que beaucoup de gens ont probablement eu une année très difficile, vraiment en 2022 et 2023, ces 2 années-là précisément. Et également, beaucoup d'entreprises ont été sous une pression énorme alors que nous sortions de cette pandémie. Et beaucoup de gens pourraient aujourd'hui perdre leur profession avec l'intelligence artificielle, ou alors pourraient en perdre leur emploi à cause d'une économie chancelante, ou alors peut-être que le gouvernement continuera à mal gérer les fonds. Ne pensez pas qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir ici même dans ce pays pour vous. Alors, est-ce que les Chinois s'ouvriront-ils aux Français? Vous feriez mieux de me croire quand je vous dis ça. Ils s'ouvriront, ils dérouleront le tapis rouge pour toutes les nations. Encore une fois, il y a encore de l'espoir. Il y a encore du temps pour s'en sortir. Il suffit de monter simplement dans un avion, et puis venez en Chine. Trouvez votre place ici, et vous prospérerez. C'est un pays de prospérité. Et vous verrez qu'ils sont là pour les gens, pour servir les gens et pour accueillir les gens. Donc, écoutez-moi sur ces points. Si vous avez une profession qui n'est pas appréciée, une éducation qui n'est pas appréciée, ou alors un talent, une compétence qui n'est pas appréciée dans votre pays, etc., alors prenez un avion, car votre vie, ici, peut définitivement changer en un clin d'œil. Ok, très bien. J'irai bientôt, ou en tout cas le plus tôt possible. Donc encore une fois, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci beaucoup d'avoir été là sur cette émission. Donc je vais terminer en français. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux sur la chaîne à regarder cet entretien. J'espère qu'il vous aura fortement intéressé, voilà, pour casser de nombreux mythes et voir directement ce que peut dire quelqu'un qui vit aux États-Unis en tant qu'expatrié et en même temps, qui vit en Chine, pardon, en tant qu'expatrié. Et surtout, le fait, voilà, de pouvoir détruire un peu la propagande occidentale, voir comment la Chine évolue et peut-être que ça peut être une destination à connaître de plus en plus. Voilà. Vous pouvez aller directement sur la chaîne de Alex, de Reporter Faye Media and Travel, voilà, avec le franc accent, c'est parfait. Et vous pouvez soutenir son travail. Vous allez vraiment être étonné du contenu de très bonne qualité. Et pour nous, la chaîne, si ça vous a plu, que vous voulez voir d'autres entretiens originaux comme ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre le pouce et aussi la revue mensuelle, le meilleur moyen de nous soutenir pour rejoindre la communauté. Les liens sont en description, n'hésitez pas. Bonne fin de soirée à tous. And Alex, thank you again. Merci.